on pense connaître les pyramides de Gizeh. 3 pyramides géantes, un sphinx massif et le désert à perte de vue. Et puis, des chercheurs découvrent quelque chose de totalement inattendu. Un autre sphinx, enfoui sous le sable. Une équipe de scientifiques italiens pense que cette structure pourrait être cachée sous le plateau de Gizeh. Ils pensent aussi que toute la zone pourrait abriter un vaste complexe souterrain s'étendant sous les pyramides elles-mêmes. Cette découverte a commencé par des scans radars et des images satellites. Les chercheurs ont étudié très attentivement la disposition du plateau de Gizeh. La Grande Pyramide, la pyramide de Képhren, la pyramide de Mykérinos et le célèbre Sphinx. C'est alors qu'ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Les lignes reliant les pyramides et le Sphinx semblaient pointer vers une autre zone surélevée à proximité. Ce monticule est énorme, environ 33 mètres de haut. C'est la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Il semble composé principalement de sable durci, et c'est important, car sculpter une structure géante dans la roche serait bien plus difficile. Un autre détail rend cette théorie encore plus intéressante. La célèbre stèle du rêve, une grande dalle de pierre devant le grand sphinx, montre non pas un, mais 2 sphinx. Pendant longtemps, on a pensé qu'il s'agissait d'une simple représentation symbolique. Mais et si elle montrait quelque chose de réel ? L'idée est que les bâtisseurs antiques auraient créé 2 statues gardiennes géantes, mais l'une d'elles aurait disparu sous des couches de sable. Selon les chercheurs, la géométrie du site rend cette théorie difficile à ignorer. L'alignement entre les pyramides, le sphinx visible et le monticule caché semble d'une précision inhabituelle. Les motifs s'alignent trop bien pour être aléatoires. Même s'il n'y a pas de second sphinx, cela pourrait indiquer des chambres secrètes, des tunnels, voire une citadelle souterraine. Pour l'instant, ce n'est encore qu'une théorie. Personne n'a fouillé le site et de nombreux archéologues restent sceptiques. Mais les scans, les formes souterraines et les étranges schémas d'alignement poussent à prendre cette idée au sérieux. Et l'histoire devient encore plus étrange. Des gravures anciennes près du Grand Sphinx décrivent un moment étrange de la vie du prince Thoutmôsis IV. Selon les inscriptions, le jeune prince s'endormit à l'ombre du Sphinx, alors encore enseveli sous le sable. Dans un rêve, la statue géante lui aurait parlé et lui aurait promis le trône d'Égypte, à condition qu'il dégage le sable et la mette au jour. Cette histoire a été gravée dans la pierre il y a des milliers d'années. Pourrait-elle contenir des indices que nous avons manqués pendant des siècles ? Pour obtenir plus de données, l'équipe a scanné le sol sous le Grand Sphinx, les pyramides voisines et la zone reliant le Sphinx à la pyramide de Képhren, la 2e plus grande pyramide de Gizeh. D'après les scans, d'étranges structures pourraient exister en profondeur, des puits verticaux, de longs tunnels horizontaux et des passages ramifiés. Les chercheurs pensent que certaines de ces formations forment un vaste réseau souterrain s'étendant sous les pyramides et le Sphinx. Le plus fascinant, c'est que les motifs souterrains semblent symétriques. Les structures cachées se reflètent presque parfaitement. Cette symétrie est l'une des principales raisons pour lesquelles les chercheurs pensent qu'il ne s'agit pas d'une simple formation géologique. La théorie elle-même n'est pas apparue de nulle part. Il y a plus de 10 ans, l'égyptologue Bassam El-Shama avait lui aussi suggéré qu'un second sphinx aurait pu exister. Il fondait cette idée sur des documents et des mythes égyptiens décrivant la foudre frappant le sphinx. Il pensait que ces récits pouvaient faire référence à un monument réel qui n'existait plus, disparu à cause du temps, des intempéries ou même de croyances anciennes. La plupart des égyptologues n'acceptent pas cette idée, et seul un petit groupe la soutient. Après tout, aucune fouille n'a confirmé l'existence d'un sphinx caché ou d'une cité souterraine. Mais les scans radars, les motifs souterrains, les gravures anciennes et l'étrange symétrie sous Gizeh pourraient signifier que nous ignorons toujours ce qui est vraiment enfoui sous les pyramides. À ce stade, les chercheurs attendent encore l'autorisation des autorités égyptiennes pour étudier ce mystérieux monticule de plus près. En attendant, on en sait bien plus sur le grand sphinx de Gizeh, l'un des monuments les plus anciens et les plus mystérieux de la Terre. La statue est gigantesque. De ses pattes avant à sa queue, elle mesure environ 73 mètres, presque la longueur d'un terrain de football.
Il s'élève à environ 20 mètres, à peu près la hauteur d'un immeuble de 6 étages. Et à son point le plus large, le corps dépasse les 18 mètres. Pour le construire, les bâtisseurs antiques n'ont pas déplacé d'énormes blocs comme pour les pyramides. Ils ont taillé le sphinx directement dans la roche, sous la surface du désert. Au fil des siècles, le vent, le sable et l'humidité ont lentement endommagé le monument. De grandes parties du sphinx ont dû être réparées encore et encore. Des ouvriers ont ajouté des couches de blocs de calcaire autour de la base pour empêcher la structure de s'effriter. Et puis, il y a le nez manquant, probablement le mystère le plus célèbre. Beaucoup de gens pensent que les soldats de Napoléon l'ont arraché à coups de canon lors de la campagne d'Égypte. Mais cette histoire est fausse. Des dessins réalisés avant l'arrivée de Napoléon montrent déjà le sphinx sans son nez. Fait intéressant, les chercheurs qui ont étudié le visage ont trouvé des marques suggérant que quelqu'un a délibérément brisé le nez à l'aide d'outils comme des barres ou des ciseaux. Mais personne ne sait exactement qui l'a fait, ni pourquoi. La plupart des gens appellent cette statue le sphinx, mais techniquement, ce n'est même pas correct. La créature de la mythologie grecque avait un corps de lion, une tête de femme et des ailes. Mais celui d'Égypte est différent. Il a un corps de lion, une tête humaine et pas d'ailes du tout. Techniquement, il appartient donc à une catégorie totalement différente. Même son nom a changé au fil du temps. Les anciens Égyptiens ne l'appelaient pas le grand sphinx à l'origine. Il y a des milliers d'années, on l'associait à de puissantes divinités liées au soleil et à l'horizon. Les civilisations suivantes lui ont donné des noms complètement différents, si bien que le monument a changé d'identité au fil du temps. Personne ne sait vraiment qui l'a construit. Beaucoup d'experts pensent que le pharaon Képhren a ordonné sa construction vers 2500 avant notre ère, car sa pyramide et ses temples sont tout proches. De plus, le visage du sphinx ressemble à ses statues. Mais il y a un problème. Aucune inscription ne dit directement qu'il l'a construit, alors d'autres chercheurs pensent que quelqu'un d'autre l'a créé. Et les archéologues ont découvert autre chose qui rend l'histoire encore plus étrange. Près du sphinx, ils ont mis au jour des outils abandonnés, des blocs de pierre et même des repas inachevés laissés par les ouvriers. On dirait que les gens ont soudainement arrêté de travailler et sont partis en toute hâte. Les ouvriers eux-mêmes n'étaient pas des esclaves d'affamés, comme beaucoup l'imaginaient. Les fouilles ont montré qu'ils mangeaient de la viande de qualité, du bœuf, du mouton et de la chèvre. Ce type de nourriture était coûteux dans l'Égypte antique, donc les ouvriers étaient probablement des artisans qualifiés jouissant d'un statut important. Le sphinx avait aussi un aspect complètement différent à l'époque. Aujourd'hui, il a cette couleur sableuse délavée, mais il y a des milliers d'années, il était peut-être recouvert de peinture vive. Des chercheurs ont trouvé des traces de rouge sur son visage et des indices de bleu et de jaune sur sa coiffe. Hélas, même les travaux de restauration peuvent causer des dégâts. Lors de réparations au début du XXe siècle, des parties de la coiffe du sphinx se sont détachées. Des restaurations ultérieures ont utilisé des matériaux qui ont en fait abîmé le calcaire tendre en dessous. À un moment, un énorme morceau s'est détaché de l'épaule de la statue. Le sphinx portait aussi autrefois une barbe, et aujourd'hui, des fragments de cette barbe sont conservés dans des musées à Londres et au Caire. Mais même là, les chercheurs ne sont pas d'accord. Certains experts pensent que la barbe faisait partie de la statue d'origine. D'autres pensent qu'elle a été ajoutée des siècles plus tard, lors de travaux de restauration. Malgré son apparence terrifiante, la version égyptienne du sphinx était en réalité considérée comme un protecteur. La version maléfique et dangereuse que la plupart des gens connaissent vient principalement de la mythologie grecque. Les anciens Égyptiens voyaient leur sphinx très différemment. Pour eux, il représentait la puissance, la protection et l'autorité divine. Des pas résonnèrent derrière lui. Le cœur battant la chamade, il bondit vers la statue imposante, de ses doigts cherchant la crevasse dissimulée. Le temps pressait. Il l'enfonça au moment où les cris se rapprochaient. Il respira profondément, son cœur comme un tambour. Puis il courut, disparaissant dans l'obscurité, laissant son secret enfoui dans la pierre, en attente d'être découvert. Au cours de l'histoire, les statues n'ont pas seulement été les gardiennes silencieuses du passé. Elles ont aussi servi de cachette, certains objets disparaissant pour toujours, d'autres découverts au hasard des fouilles. Découvrez leurs secrets les plus mystérieux. En 2016, alors que des experts australiens préparaient une statue vieille de 645 ans pour une vente aux enchères, ils découvrirent qu'elle abritait un secret, un billet de banque ancien dissimulé à l'intérieur de sa tête creuse.
émis en 1371 sous l'empereur Zhou Yuanzheng, le billet valait 1000 pièces de cuivre ou 28 grammes d'argent. Plus frappant encore, il portait un avertissement sinistre. Malgré que la statue ait eu plusieurs propriétaires, personne n'eut connaissance de ce billet pendant des siècles. Rare vestige d'une époque où la monnaie en papier était encore une nouveauté, ce billet fut rapidement mis aux enchères, poursuivant son voyage à travers le temps dans le monde moderne. Les statues sont devenues plus que de simples symboles. Elles étaient à présent les gardiennes et conservatrices de l'histoire, et parfois même des outils salvateurs. En 2017, des experts en restauration qui travaillaient sur une statue du XVIIIe siècle en Espagne firent une découverte remarquable. Dissimulées dans l'intérieur creux de la statue se trouvaient 2 lettres écrites en 1777, offrant un aperçu de la vie quotidienne, des coutumes locales et de l'économie de l'époque. De manière similaire, en 2023, lors de rénovation à l'Académie militaire des États-Unis à West Point, une boîte fut découverte à l'intérieur du socle de marbre d'une statue représentant le héros Tadeusz Kościuszko. Placée là il y a presque 200 ans, cette capsule temporelle nous offre un lien tangible avec le passé riche en histoire de l'institution. Le mystère entourant les statues et leur potentiel à dissimuler des secrets s'étend à certains des monuments les plus emblématiques du monde. Peu d'endroits sont aussi enveloppés de mystères que le Grand Sphinx de Gizeh. Pendant des siècles, archéologues, historiens et explorateurs ont spéculé sur ce qui pourrait être caché sous sa massive silhouette de calcaire. Certaines personnes pensaient que le Sphinx dissimulait la légendaire salle des archives, une hypothétique bibliothèque contenant un savoir ancien, peut-être même la sagesse perdue de l'Atlantide. Ces dernières années, les avancées technologiques des radars à pénétration de sol ont révélé des cavités sous le Sphinx, amenant de nombreux experts à croire que la statue pourrait cacher des chambres ou des passages encore inconnus, certains éventuellement liés à des tombes royales ou à des structures souterraines. L'existence potentielle de chambres cachées sous le Sphinx captive notre imagination depuis des générations. Mais ce qui est peut-être encore plus intriguant, c'est le travail récent, effectué par des chercheurs de l'Université de New York, qui ont étudié les forces environnementales qui ont façonné le Sphinx. Après avoir modélisé l'impact des vents anciens, les chercheurs ont pu conclure que le Sphinx avait été initialement formé par une érosion naturelle, avant que les humains ne perfectionnent davantage sa forme. De telles révélations ouvrent de nouvelles voies pour comprendre la fonction du monument, ainsi que l'importance culturelle et spirituelle qu'il détenait à l'époque. Les anciens Égyptiens vénéraient Sobek, le dieu à tête de crocodile représentant la puissance et le Nil, et momifiaient souvent des crocodiles pour lui rendre hommage. Ces créatures étaient déplacées dans des temples ou des tombes en tant qu'offrande aux dieux ou pour garantir un passage sûr vers l'au-delà. Récemment, un groupe de chercheurs s'est lancé dans une étude intéressante sur un crocodile momifié par les embaumeurs égyptiens. Ils ont utilisé un scanner qui leur a révélé toutes sortes de détails fascinants sur la façon dont ce crocodile avait vécu et ce qui était arrivé à son corps par la suite. Pour les anciens Égyptiens, les animaux n'étaient pas simplement des compagnons domestiqués. Ils jouaient un rôle majeur dans leurs rituels, servant de passerelle entre les humains et les dieux. Les faucons, par exemple, étaient associés à Horus, la divinité solaire, car leur vol les rapprochait du soleil. Les chats étaient liés à Bastet, déesse mère féroce et protectrice. Les crocodiles étaient parmi les animaux que l'on momifiait le plus souvent. On considérait ces reptiles comme des symboles de Sobek, le seigneur du Nil, dont la présence annonçait la crue annuelle qui apporterait l'eau et le sol fertile nécessaires à l'agriculture. Dans le passé, l'étude de tels artefacts risquait souvent d'endommager la momie, mais grâce aux techniques d'imagerie moderne, les chercheurs ont pu examiner le crocodile sans l'abîmer. Les radiographies et les scanners ont révélé que le système digestif du crocodile était rempli de petites pierres appelées gastrolites, que les crocodiles ingèrent souvent pour faciliter leur digestion et maintenir leur flottabilité. Au milieu de ces pierres, ils ont aussi trouvé un hameçon en métal et un poisson. Cela suggère que ces grands crocodiles momifiés étaient capturés dans la nature à l'aide d'hameçons et de poissons. Cela correspond à ce que les historiens grecs anciens ont écrit sur la vie en Égypte. Enfin, presque. Les Grecs croyaient que les Égyptiens utilisaient des porcs pour attirer les crocodiles. Ainsi, comme vous l'avez remarqué, les chercheurs et les archéologues utilisent des technologies de pointe et un travail pratique minutieux pour découvrir les secrets des civilisations anciennes.
Le processus commence par des relevés utilisant des radars à pénétration de sol et la numérisation 3D pour détecter des chambres cachées, des tunnels ou des anomalies sous la surface. Une fois un site prometteur identifié, une excavation soigneuse commence. Les couches de sol et de débris sont retirées lentement, afin que rien ne soit endommagé ou perdu. Une exposition au Rijksmuseum à Amsterdam présente une remarquable statue tibétaine du XVe siècle, en cuivre doré, de Guya Samaja Akshobhya. Cette figure, qui symbolise l'unité des forces opposées et un état supérieur d'éveil spirituel, était auparavant inconnue de la collection du musée. Une étude récente de cette statue a révélé des reliques et des parchemins cachés à l'intérieur de sa structure creuse, offrant des perspectives profondes sur les pratiques religieuses de l'époque. L'exposition présente plus de 75 chefs-d'œuvre d'Asie, parmi lesquels la statue récemment acquise de Guya Samaja Akshobhya, et met en lumière le savoir-faire complexe et la signification spirituelle enracinée dans de tels artefacts. Au cœur de Vérone, un secret était caché depuis des décennies à l'intérieur de la statue en bronze de Juliette. Sculptée en 1969, elle est devenue un symbole de l'amour, et de nombreux visiteurs viennent la toucher en quête de romance et de chance. Mais sous sa surface polie, Juliette cachait quelque chose d'extraordinaire. Au fil du temps, ses caresses ont formé de minuscules fissures dans sa surface. Les amoureux du monde entier glissèrent des lettres à l'intérieur de ces fissures, des confessions, des supplications désespérées, des promesses éternelles. Certains y jetaient des clés, scellant leur amour, avec des cadenas devenus alors impossibles à ouvrir. En 2014, des experts en restauration ont fait une découverte surprenante. Alors qu'ils travaillaient à réparer la statue, ces centaines de déclarations d'amour et de clés rouillées ont été mises au jour. Tous ces vœux oubliés enfermés dans le corps de Juliette. Les statues servent souvent de symbole pour le pouvoir et la force. Cependant, ces derniers temps, les statues ont également été utilisées pour transmettre des messages aux générations futures. Le concept de capsule temporelle, un objet ou une collection d'objets placés dans un conteneur scellé puis enterré ou caché pour être découvert plus tard, a une longue histoire. Et à l'époque moderne, les statues étaient parfaites pour servir de capsule. Elles permettaient aux gens de communiquer avec les générations futures d'une manière très concrète. En 2014, alors que des ouvriers retiraient avec précaution un lion doré au sommet de l'ancienne maison d'État de Boston pour une restauration, ils ont fait une découverte surprenante. Quelque chose cliquetait à l'intérieur de sa tête creuse. Un article du Boston Globe de 1901 mentionne une capsule temporelle cachée. Mais au fil des ans, l'histoire a été oubliée. Puis, un descendant du sculpteur a découvert une lettre et a appris la vérité. À l'intérieur de la tête du lion se trouvaient des journaux, des photographies, des autographes et des lettres appartenant à un passé lointain, des messages scellés pendant plus d'un siècle. Lorsque la capsule fut ouverte, c'était comme si l'histoire elle-même retenait son souffle. Les autorités ont prévu de poursuivre cette tradition en ajoutant des artefacts modernes avant de refermer la tête creuse du lion afin que ses trésors soient redécouverts au XXIe siècle. Nous ne savons pas si elles l'ont réellement fait, cependant. Les progrès des technologies d'imagerie ont permis aux chercheurs de dévoiler des détails cachés dans des sculptures célèbres sans les endommager. En 2014, des experts en restauration au Mexique ont fait une découverte en examinant une statue en bois vieille de 300 ans. De véritables dents humaines étaient cachées sous son visage serein. Cette révélation n'a pas été faite par la fouille, mais par la technologie. Lorsque les préservationnistes ont pris une radiographie de la statue, s'attendant à trouver des détails structurels, ils ont vu une denture parfaite, intégrée dans la bouche. Contrairement à d'autres statues historiques de la région, qui contenaient parfois de vrais cheveux que les gens avaient donnés aux statues, cette découverte était complètement inattendue. Il y a de nombreuses portes partout dans le monde qui n'ont pas été ouvertes depuis des décennies, voire des siècles. La question est pourquoi ? On pourrait penser que de nos jours, on peut ouvrir n'importe quelle porte. Mais le truc, c'est que certaines sont condamnées pour une bonne raison. Et jusqu'à présent, on n'a toujours pas pu savoir quel type de trésor elles cachaient. Voici 4 portes mystérieuses. Le Taj Mahal. Nous commençons avec le Taj Mahal en Inde, l'un des endroits les plus romantiques au monde. Shah Jahan l'a commandé en 1631 et l'a dédié à sa 3e femme qu'il aimait comme un fou. Ils ont été mariés pendant 19 ans et ont eu 14 enfants ensemble.
Mais malheureusement, elle est décédée en donnant naissance à leur dernier bébé. Shah Jahan a eu le cœur brisé et a décidé de construire un tombeau grandiose pour se souvenir d'elle. La construction a duré 20 ans. Le bâtiment a une disposition assez intéressante. La conception est super inhabituelle avec ses 4 minarets massifs de 40 mètres de haut qui se dressent au coin d'une énorme plateforme. Ils ne sont pas là uniquement pour l'esthétique. Au XVIIe siècle, les architectes avaient de sérieux problèmes avec les bâtiments qui s'effondraient sous leur propre poids. L'architecte en chef du Taj Mahal s'est donc assuré de placer ces minarets aussi loin que possible du tombeau. Il les a même inclinés de façon à ce que, s'ils devaient effectivement chuter, ils ne détruisent pas le reste du Taj Mahal. Tu parles d'une super planification. Le Taj Mahal cache des secrets insensés. Il y a des pièces scellées un peu partout dans lesquelles personne n'a le droit d'entrer. Et si tu regardes les photos du bâtiment depuis le bord de la rivière, tu peux apercevoir 2 sous-sols. Mais devine quoi, ils sont également fermés. Personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur, ni pourquoi ils sont verrouillés depuis l'époque de Shah Jahan. Apparemment, il y a une bonne raison pour laquelle ces pièces sont interdites. Certains chercheurs pensent qu'elles ont été construites avec du marbre, qui se transforme en une substance différente appelée carbonate de calcium s'il est exposé au dioxyde de carbone. Et lorsque cela se produit, de petits morceaux de marbre commencent à s'écailler comme des petits fous. Pour aggraver les choses, il n'y a pas d'air qui circule dans ces pièces. Cela signifie que si trop de CO2 s'accumule dans le sous-sol, les 4 minarets pourraient s'effondrer. Mais attends, ce n'est pas tout. Certaines personnes pensent que le corps de la femme de Shah Jahan se trouve peut-être dans l'une de ces pièces scellées, en parfait état. Et pourquoi pas? Qui sait ce que ces salles mystérieuses peuvent bien garder? Le Grand Sphinx de Gizeh. Le Grand Sphinx de Gizeh est entouré de mystères. Ce n'est pas seulement la plus grande statue monolithe au monde, c'est aussi une créature hybride avec une tête de femme et un corps de lion qui trouve son origine dans les mythologies égyptiennes et grecques. Elle est également très ancienne. On estime qu'elle a environ 4500 ans. La construction de cette merveille a duré approximativement 3 ans et a nécessité 100 ouvriers, qui n'étaient pas des esclaves, mais étaient traités avec des mets délicats comme de la viande de mouton et de chèvre. On pense par ailleurs qu'elle était autrefois beaucoup plus massive qu'aujourd'hui. Les archéologues ont trouvé d'énormes blocs de pierre et des boîtes à outils abandonnées près du site. Cependant, les véritables secrets du Sphinx se trouvent sous terre, près de ses pattes. Un groupe de scientifiques a utilisé un sismographe pour détecter 2 chambres cachées sous les pattes du Sphinx. Certaines personnes pensent que ces chambres pourraient être le légendaire Hall of Records, qui contient d'anciens parchemins révélant les secrets de l'univers. Je peux te dire que c'est bien plus cool que n'importe quelle bibliothèque que j'ai jamais visitée. La rumeur veut que les Égyptiens aient même caché des informations sur l'Atlantide. Autant dire qu'on est sur une version très ancienne de la théorie du complot. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout simplement partir à l'aventure pour vérifier. Les chambres ont vraisemblablement 2 entrées, mais elles restent toutes 2 scellées. Les chercheurs n'ont pas encore reçu le feu vert pour vérifier leur théorie. Espérons qu'ils ne nous tiendront pas en haleine indéfiniment. Temple Sri Padmana Baswami. Ce temple est situé dans le magnifique état du Kerala en Inde. Ce temple est célèbre pour bien plus que sa beauté à couper le souffle. Sous le temple, il y a 6 voûtes, nommées de façon créative A, B, C, D, E et F. Les énormes portes en fer de ces chambres ajoutent au mystère de ce qui se cache derrière elles. Il y a quelques années, les autorités ont décidé d'ouvrir ces voûtes au monde, mais la tâche n'a pas été facile. Tu ne peux pas tout simplement ouvrir les portes et entrer. Non, la démarche a demandé beaucoup de travail. Cela leur a pris du temps, mais finalement, en 2011, ils ont ouvert 5 des 6 chambres. Et devine ce qu'ils ont trouvé. Des tonnes de trésors, des sacs d'or, des pierres précieuses et des bijoux en diamant d'une valeur inestimable. La valeur estimée de tout ce qui a été trouvé dans les chambres fortes est de 1000 milliards de dollars. C'est comme si le temple avait été la source d'inspiration réelle de la caverne des merveilles d'Aladin. Mais attends, j'ai dit 5 des 6. Qu'est-il arrivé à la dernière? La chambre forte B est restée fermée, et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ils n'ont tout simplement pas réussi à l'ouvrir. On croit même qu'elle est mortellement maudite. La légende dit que seul un saint ou un sage peut briser la malédiction en chantant un mantra spécifique. Mais personne n'a encore réussi à le faire. Sans doute parce que nous n'avons pas de saint ou de sage à notre disposition. Il y a aussi une rumeur selon laquelle, dans les années 30, des envahisseurs de temples
ont essayé d'entrer dans la chambre forte B pour y faire un bon vieux pillage classique, mais ils n'ont jamais atteint leur objectif. Apparemment, de terribles serpents se sont matérialisés de nulle part et ont chassé la bande. Mais bien sûr, ce n'est qu'une légende urbaine, et il n'y a aucune preuve de cela. Cependant, on dit que le vérificateur général qui s'occupe du temple a affirmé que la chambre forte B avait été ouverte au moins 7 fois depuis 1990, et que rien de grave n'était arrivé à quiconque y était entré. Qui sait, peut-être devrions-nous envoyer Indiana Jones pour vérifier. Le tombeau du premier empereur. Au plus profond d'une colline, complètement intacte et entouré de pièges dangereux, se trouve un ancien tombeau vieux de 2000 ans. Il appartient à Qin Shi Huang, alias le premier empereur de Chine. Il est né dans l'état de Qin et est devenu roi alors qu'il n'était qu'un enfant. Mais lorsqu'il est devenu adulte et qu'il a acquis tous les pouvoirs, il a unifié les États belligérants qui divisaient la Chine ancienne en les conquérant. Il a ensuite créé la dynastie Qin. Lorsqu'il est mort en 210 avant notre ère, il a été enterré profondément sous terre dans un tombeau massif. Et quand je dis massif, je veux dire massif. En 1974, des fermiers de Xi'an, en Chine, sont tombés sur quelque chose d'étrange en creusant un puits. Un énorme soldat en terre cuite. Cette découverte a donné lieu à des fouilles archéologiques approfondies qui se sont poursuivies pendant plus de 40 ans, révélant une collection de milliers de soldats en terre cuite. Ce qui est unique à propos de ces soldats, c'est que chacun d'entre eux a ses propres caractéristiques, des coiffures aux expressions faciales. On pense qu'il pourrait y avoir jusqu'à 8000 de ces soldats, mais seulement 2000 ont été trouvés jusqu'à présent. Il est intéressant de noter que la tombe centrale, qui est censée être le lieu de repos de l'empereur, n'a pas encore été touchée. Les documents anciens font référence à une vaste ville souterraine que l'empereur a construite, avec des tours panoramiques, des palais, etc. Sima Qian, un historien de la dynastie Han, a écrit que la tombe était ornée de trésors et qu'elle pouvait accueillir des centaines de personnes. Mais le manque de technologie pour examiner correctement le site bloque les recherches. Qin Shi Huang était entouré de mercure liquide dans sa tombe, avec 2 des ruisseaux représentant les principaux fleuves de Chine, le fleuve jaune et le Yangtze. Les anciens Chinois croyaient que le mercure pouvait provoquer l'immortalité, mais il aurait également pu causer la mort de l'empereur puisqu'il prenait régulièrement des pilules de mercure pour prolonger sa vie. Les niveaux dangereux de contamination au mercure dans le sol près de la tombe sont la principale raison pour laquelle les scientifiques hésitent à l'explorer. Cela pourrait être très dangereux à la fois pour les gens et pour l'environnement. Si tu me demandes mon avis, si je devais choisir quelle porte ouvrir, je choisirais probablement celle qui ne mène pas à une tombe entourée de mercure toxique. Traite-moi de fou, mais j'aimerais éviter tout risque potentiel pour la santé. Faisons ensemble une expérience de pensée, voulez-vous? Imaginez que vous êtes en train d'escalader l'Himalaya et que vous vous êtes perdu. Il semble que vous soyez dans une vallée isolée. Vous avez épuisé toutes vos réserves de nourriture et d'eau, et vous ne savez plus quelle direction prendre. Vous êtes tellement à bout de force que vous ne savez même plus si vous serez capable de rentrer chez vous. Soudain, au loin, vous apercevez un homme à l'air sage qui marche vers vous. Mais vous ne pouvez vous empêcher de fermer les yeux, vaincu par la fatigue. Vous ouvrez les yeux et découvrez un endroit totalement inconnu. Le sage est assis juste à côté de vous. Il vous dit « Bonjour, voyageur, et bienvenue au pays des immortels ». On dirait le début d'un film d'Indiana Jones, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous disais qu'un tel endroit existe, tout au moins selon certaines légendes, croyances et textes anciens? Les textes tibétains mentionnent un lieu appelé Gyan-Genj, également connu sous le nom de Shambhala ou Shangri-La selon les cultures. Cette ville légendaire est le foyer d'êtres immortels et une terre d'éveil spirituel. Prenez l'un de ces noms, Shambhala, par exemple. Cela signifie « source du bonheur » en sanskrit. On s'attendrait donc à ce que ce royaume céleste soit entouré de toutes sortes de merveilles, avec des jardins et d'imposantes et majestueuses constructions. Les croyances et les mythes anciens affirment que lorsque vous entrez dans Gyan-Genj, vous pensez immédiatement à la structure d'une fleur de lotus à 8 pétales. L'endroit est entouré de montagnes enneigées. Il possède de magnifiques cascades qui se jettent dans un lac pur et divin dont l'eau a des pouvoirs thérapeutiques extrêmement puissants. Ce lieu est illuminé en permanence par une lumière blanche comme du lait, et qui ne provient ni du soleil ni de la lune. On y trouve également des plantes phosphorescentes qui peuvent émettre la lumière souhaitée sur commande vocale.
une centaine d'autres fleurs ravissantes poussent toute l'année dans ces jardins, en plus d'innombrables arbres qui produisent des fruits délicieux. Mais un arbre en particulier se distingue. C'est l'arbre de l'immortalité ou l'arbre de vie. Décrit comme un cristal scintillant, il se dresse au centre de Gyanganj et unit le ciel, la terre et le monde souterrain. Ses fruits ressemblent à une forme abstraite du Sri Yantra, un diagramme mystique utilisé dans l'hindouisme, composé de 9 triangles entrelacés. Cependant, personne n'est autorisé à emporter ces fruits hors de Gyanganj. Pour le faire, il faut en recevoir la permission expresse des habitants de la ville. Cela nous amène à nous demander qui vit dans cette ville magique et mystique. Selon les légendes, Gyanganj serait habité par un grand nombre de maîtres éclairés, ou en d'autres termes, des sages qui guident subtilement le destin du monde par la méditation. Ce sont des êtres éternels qui ne sont affectés par aucun désir ni aucune souffrance humaine. Leur devoir est de protéger les enseignements spirituels du monde et d'œuvrer pour le bien de l'humanité, ainsi que de tous les êtres conscients. On croit également que lors d'une période de grand chaos, le 25e souverain de Gyanganj apparaîtra pour mener la planète vers un avenir meilleur. Ces sages et êtres éternels qui vivent là sont en quelque sorte les protecteurs de Gyanganj. Donc, si vous envisagiez de vous rendre dans ce lieu une carte à la main, nous sommes au regret de vous informer que ce ne sera pas possible. Tout d'abord, personne ne sait vraiment où se trouve exactement Gyanganj. Certains pensent qu'il s'agit d'une vallée reculée de l'Himalaya, d'autres affirment que la ville se trouve dans une grotte cachée. Il y a également des personnes qui pensent qu'elle est située sur une chaîne de montagnes, et d'autres encore qui soupçonnent qu'elle se trouve sur un plateau isolé. L'emplacement de la ville est donc un mystère et semble devoir le rester, car on dit aussi que les sages immortels de Gyanganj dissimulant la vallée aux yeux des humains à l'aide d'une sorte de bouclier énergétique. Google Maps ne vous sera donc d'aucune aide. C'est pourquoi certains, dont le Dalai Lama, suggèrent même qu'elle existe dans une autre dimension. Mais on trouve dans certains textes anciens quelques instructions sur la manière d'accéder à Gyanganj. Cependant, ces indications seraient incompréhensibles. Pour moi, beaucoup de choses le sont. Mais imaginons un instant que vous ayez déchiffré les instructions et que les êtres immortels soient prêts à vous accueillir. Hélas, vous ne pourriez peut-être toujours pas entrer dans cette ville cosmique, et voici pourquoi. On croit que seuls les maîtres éclairés ou les sages qui ont un certain lien karmique avec elle peuvent y accéder. Alors, que font les êtres éternels d'un endroit aussi magique? N'oubliez pas qu'ils ont tout le temps du monde. Les textes anciens indiquent que Gyanganj possède un centre et 16 zones destinées à l'étude de 16 sciences différentes. Il s'agit notamment des sciences solaires, des sciences planétaires universelles, des sciences liées au temps, de la science de l'air, de la science liée au soleil et à la lune, de la science liée à l'espace, de la science liée aux forces gravitationnelles, etc. Ce qu'elles ont toutes en commun, c'est que pour pouvoir les étudier, il faut d'abord avoir une très bonne compréhension de l'énergie. Le niveau des cours est extrêmement avancé, et ces enseignements sont encore inconnus, même à l'époque moderne. Chaque système scientifique comporte différents départements, et tous ces départements ont leurs propres enseignants. Comme le temps ne fonctionne pas comme nous le comprenons ici, et que l'immortalité est possible, la plupart de ces enseignants ont des centaines, voire des milliers d'années. Ils peuvent rester dans leur corps spirituel, qui apparaît comme une masse de lumière brillante, tandis que leur corps physique reste séparé. Quelle école, n'est-ce pas? En comparaison, Poudlard semble bien ennuyeux. Et est-ce qu'il est possible d'y obtenir un diplôme? Bien sûr, toutes ces histoires et ces mystères autour de Gyanganj ont attiré de nombreux curieux du monde entier. D'innombrables tentatives ont été faites par des alpinistes et des randonneurs, dont le président Franklin Roosevelt lui-même, pour trouver cette terre d'immortalité et d'éveil spirituel. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, elles n'ont abouti à rien. Néanmoins, quelques personnes, notamment de célèbres chefs spirituels, des sages et des aventuriers, ont affirmé l'avoir visité. L'un d'entre eux était Sri Gopinath Kaviraj, un érudit célèbre, qui aurait été le premier à trouver cet endroit dans l'histoire moderne. Après sa visite présumée à Gyanganj, il a écrit un livre et a rendu cet endroit populaire dans la culture moderne. Après avoir lu son livre,
de nombreux autres érudits étrangers se sont précipités au Tibet pour en savoir plus. Une autre personne ayant prétendu s'y être rendue est un alpiniste qui s'était perdu dans l'Himalaya. Selon son récit, après s'être égaré, il avait consommé par erreur des champignons vénéneux. Complètement désorienté, il était tombé sur une montagne avec un précipice plongé dans la brume. Et il avait chuté dans le vide. Après s'être relevé, il s'était rendu compte qu'il était entouré de personnes vêtues d'habits étranges qui soignaient ses blessures. Une fois complètement guéri, il l'avait escorté hors de la ville. Il y a également le chef spirituel Guru Saikaka. Il a déclaré avoir visité Gyanganj à plusieurs reprises. Selon son récit, il s'y rendait pour recevoir un enseignement spirituel ainsi que l'immortalité. Il a affirmé qu'un sage l'escortait dans la ville à chacune de ses visites. Dans ses récits, il indique également que le royaume existait dans une dimension supérieure. Un autre visiteur présumé de Gyanganj fut L.P. Farrell, un officier anglais, qui affirma avoir découvert ce lieu mystique en 1942. Même si toutes ces histoires et descriptions de Gyanganj nous permettent de nous en faire une image vivante, il peut être difficile pour beaucoup d'entre nous de garder l'esprit ouvert quant à son existence. Cependant, il faut admettre que l'idée d'un tel endroit, où l'immortalité est possible et où des êtres véritablement moraux œuvrent pour protéger l'humanité, est réconfortante, fascinante et bouleversante. Ils creusaient un puits quand ils ont heurté quelque chose qui les a stoppés net. Leurs pelles ont frappé de la pierre, et en dégageant la terre, les fermiers ont découvert des blocs alignés, comme les briques d'une muraille de forteresse. Ça s'est passé au Texas, en 1852. Et encore aujourd'hui, personne n'a d'explication unique pour ce qui ressemble à une ville secrète, enfouie sous des rues tranquilles et des pelouses de jardin. Les ouvriers qui ont trouvé le puits ont affirmé que la structure s'étendait sur des kilomètres. Par endroits, elle descendait à plusieurs mètres sous la surface. Les pierres avaient un agencement étrangement régulier, comme si quelqu'un les avait empilées. Et à certains endroits, les formes dessinaient même des arches. D'autres sections ressemblaient à des fenêtres ou des marches montantes. Très vite, on l'appela la Grande Muraille du Texas. Et l'histoire s'est répandue rapidement. Des fermiers, des bâtisseurs et des curieux du coin ont tous attrapé des pelles et se sont mis à creuser partout, espérant comprendre ce que c'était vraiment. Et c'est là qu'ils ont remarqué que les blocs semblaient séparés par des joints qui ressemblaient étrangement à du mortier. C'était vraiment difficile de croire que la nature pouvait empiler du calcaire en angle droit et en ligne parallèle comme ça. Et puis, tout est devenu encore plus étrange. En 1886, un journal local rapporta la découverte d'un crâne pétrifié près du mur. Il mentionnait aussi des chambres souterraines, des salles perdues sous le sol texan et des vestiges de quelque chose de puissant et d'ancien. Et puis, presque aussi vite qu'elle était apparue, l'histoire a disparu de la presse. Pas d'article de suivi, pas de crâne conservé dans un musée. Aucune enquête officielle sur laquelle quiconque pouvait s'appuyer. C'était comme si l'histoire s'était volatilisée. Les gens étaient intrigués et voulaient savoir si quelqu'un avait étouffé cette découverte volontairement. Certains ont suggéré que des institutions puissantes avaient fait disparaître les artefacts. Avec le temps, les théories se sont accumulées. Des civilisations perdues, des géants antiques, et même un équivalent nord-américain de la Grande Pyramide. Mais ensuite, la science moderne est intervenue avec des foreuses. Des géologues ont foré en profondeur dans la formation et prélevé des échantillons de roches. Puis, ils ont réalisé des tests paléomagnétiques. Quand les roches se forment, de minuscules minéraux magnétiques à l'intérieur s'alignent avec le champ magnétique terrestre du moment. Un peu comme des aiguilles de boussole microscopiques figées sur place. Si des ouvriers avaient taillé ces blocs ailleurs, disons extraits d'une carrière, puis transportés et assemblés en murs, les signatures magnétiques à l'intérieur des roches auraient pointé dans des directions différentes. Chaque bloc porterait l'empreinte de l'endroit où il s'est formé à l'origine. Mais tous les échantillons avaient la même orientation magnétique, ce qui signifie que la pierre s'est formée exactement là où elle se trouve aujourd'hui. Les chercheurs ont découvert que le mur était constitué d'un calcaire rare. Ce matériau peut se fracturer en lignes étonnamment droites en durcissant sous terre. Sur de longues périodes, l'érosion ouvre ces fractures et elles peuvent ressembler exactement à des murs construits par l'homme. C'est comme de la boue, quand elle sèche, elle se fissure en motifs géométriques bien nets. Maintenant, imaginez ce processus sous terre, lentement, sur des millions d'années, à plus grande échelle.
Aujourd'hui, les scientifiques confirment que la formation de Rockwall est naturelle. Elle semble seulement construite par des humains. Récemment, une famille dont les ancêtres faisaient partie des premiers colons de Rockwall a fait don d'un terrain à la ville, là où se trouve le site original de l'excavation du mur. Et comme l'intérêt pour cet endroit perdure, les autorités municipales prévoient de rendre le mur original accessible au public. Rockwall n'est pas un cas isolé. En 1968, 3 plongeurs ont repéré de grands blocs rectangulaires de calcaire près de North Bimini, aux Bahamas. Les blocs étaient alignés en ligne droite sur 800 mètres. Les plongeurs l'ont appelée la route de Bimini. Elle est faite de blocs massifs et anguleux de calcaire, certains mesurant jusqu'à 4 mètres. Beaucoup de ces blocs semblaient avoir eu des angles droits à l'origine, comme si quelqu'un les avait taillés et placés là délibérément. Les 3 plongeurs ont fait cette découverte à une époque où le monde entier s'enthousiasmait pour l'Atlantide. Du coup, les gros titres ont immédiatement fait le lien et posé sérieusement la question: est-ce que ce serait la première trace physique de la civilisation légendaire de Platon? On n'a toujours aucune preuve archéologique confirmant qu'elle a réellement existé, mais le moment de la découverte et la forme des pierres de Bimini ont convaincu beaucoup de gens que c'était ça. Mais ensuite, les géologues ont expliqué que la roche de plage se forme quand du sable et des fragments de coquillages se cimentent dans des eaux chaudes et peu profondes. Les blocs de Bimini sont composés de petites boulettes de boue, de grains de sable, de morceaux de coquillages, de restes de minuscules organismes marins unicellulaires et de fragments d'algues. Avec le temps, des réactions chimiques ont lié ces matériaux en dalles de calcaire solide. Des fractures naturelles ont divisé ces dalles en blocs rectangulaires. Quand le niveau de la mer a monté à la fin de la dernière ère glaciaire, l'eau a progressivement submergé la formation. Les vagues et les courants ont érodé le sable, donnant à certains blocs un aspect surélevé ou en retrait. Ensuite, les chercheurs ont effectué des datations au carbone 14 sur des échantillons de roches, des coquillages incrustés dedans et le ciment de carbonate qui maintenait le tout ensemble. C'est comme ça qu'ils ont découvert que les pierres avaient environ 2000 ans. C'est bien après la supposée disparition de l'Atlantide il y a 12 000 ans. Alors non, la route de Bimini ne mène pas à l'Atlantide. Mais elle aide les scientifiques à mieux comprendre comment les côtes évoluent, comment les sédiments durcissent et comment la montée des eaux remodèle les continents. Il existe une autre structure mystérieuse qui pourrait avoir un lien avec l'Atlantide. Voici l'œil du Sahara, ou plus officiellement, la structure de Risha en Mauritanie. Depuis l'espace, ça ressemble à une cible de 40 km de diamètre gravée dans le désert. Des anneaux concentriques ondulent vers l'extérieur, comme si quelqu'un avait laissé tomber un caillou cosmique. Ceux qui l'ont vu en premier ont pensé à un impact de météorite. Et une nouvelle théorie le relie à l'Atlantide. Ils disent que ça correspond exactement à la description de Platon, avec une île centrale entourée de 3 anneaux d'eau et 3 anneaux de terre. L'œil du Sahara est totalement sec aujourd'hui. Mais imaginez qu'on le descende au niveau de la mer. L'eau de l'océan s'engouffrerait dans ses creux et boum, on obtient quelque chose qui ressemble énormément à la fameuse cité de Platon. Les dimensions semblent assez proches. Platon disait que la partie principale de l'Atlantide mesurait environ 18 km de diamètre et la structure de Risha fait à peu près 21 km de large. Mais attention, l'Atlantide a soi-disant sombré dans l'océan. Donc pour que ça colle, l'œil devait se trouver au niveau de la mer il y a très longtemps. Les partisans de cette idée affirment que tout ce morceau du nord-ouest de l'Afrique s'est lentement soulevé au cours des 11 000 dernières années. Ils disent qu'il se trouvait juste au bord de l'océan, aux alentours de 9600 avant notre ère, ce qui correspond exactement à l'époque du récit de Platon. Pour étayer ça, ils montrent des tonnes de sel à l'intérieur des anneaux sur les images satellites, affirmant que ça prouve que l'eau de mer se trouvait là autrefois. Il voit aussi du sable tout autour de l'œil, qui ressemble à ce que laisserait une vague géante. Une vague pareille aurait totalement anéanti toute cité à cet endroit, exactement comme la vague qui aurait englouti l'Atlantide. Tout ça semble plutôt convaincant, mais les vrais scientifiques et historiens ne sont absolument pas d'accord. Parce que quand on regarde de près, les faits ne tiennent pas. Oui, l'œil a 3 crêtes bien nettes, mais si on mesure les 3, l'ensemble s'étend bien au-delà de 21 km. A l'inverse, si on ne mesure que 21 km, il faut complètement exclure la 3e crête. Donc ça ne correspond pas à la description de Platon, car on ne peut avoir les deux à la fois. Les images satellites modernes montrent que l'œil s'est formé à partir de couches rocheuses soulevées par du matériau en fusion sous la surface.
L'érosion du vent et de l'eau a ensuite épluché ces couches comme un oignon pendant au moins 100 millions d'années. Les roches les plus anciennes sont au centre. Les couches plus jeunes s'étendent en anneaux vers l'extérieur. C'est un dôme, pas un cratère ou une cité. À l'intérieur de la structure, les scientifiques ont trouvé des roches ignées, du magma solidifié et des couches sédimentaires tordues par une pression immense. L'eau chaude a chimiquement transformé les roches, laissant des signatures supplémentaires. Des outils en pierre anciens dispersés dans la région montrent que des humains primitifs y sont passés. Ce site fait désormais partie des lieux de patrimoine géologique les plus importants de la planète. Pendant plus de 3000 ans, personne n'a su que cet endroit existait. Et puis, tout d'un coup, des archéologues qui faisaient des fouilles près d'Alexandrie ont découvert quelque chose de vraiment surprenant. Une ville égyptienne oubliée. Ce lieu est enseveli sous des ruines grecques et cache des secrets qui pourraient réécrire l'histoire des pharaons et de leurs armées. L'un des artefacts retrouvés, qui ressemble à une simple cruche à vin, a déjà tout bouleversé. Nous pensions tout connaître de ce qui avait de l'importance sur la carte de l'Égypte ancienne. Pyramides, Thèbes, Luxor, Alexandrie. Mais non, cette carte vient d'être mise à jour. Cette nouvelle ville était un lieu majeur et date d'il y a environ 3400 ans. On vient de la découvrir sur un site appelé Kom El Nugus. Cet endroit est situé à l'ouest d'Alexandrie et se trouve entre la Méditerranée et un lac d'eau salée qui porte le nom de lac Mariout. Cette découverte a fait se foncer quelques sourcils. Les scientifiques pensaient que cet endroit était autrefois vide et qu'il n'avait été habité que par les Grecs vers 332 avant notre ère. Mais il s'avère que des gens vivaient à Kom El Nugus bien avant cela. Alors que les archéologues fouillaient ces ruines grecques, ils ont remarqué quelque chose d'inattendu. Des murs en briques crues. Oui, vous savez, comme pour les pyramides. Le genre de choses que les Égyptiens construisaient à l'époque du Nouvel Empire. Ces briques de terre crues sont faites de boue, d'argile, de sable et de paille. Ces ingrédients étaient mélangés avec de l'eau et séchés au soleil, pas cuits. Les Égyptiens les ont utilisés pendant des milliers d'années pour construire des maisons, des temples, des palais. Et oui, les pyramides. Bien sûr, d'autres civilisations ont également utilisé les briques de terre crue, mais celles dont se servaient les Égyptiens ont quelque chose de particulier. Ils utilisaient la paille qui poussait dans leur région, différents styles de disposition et de mortier. C'est ce qui a permis aux experts de comprendre que les Égyptiens étaient présents à Kom El Nugus. Ce seul fait a surpris la communauté scientifique. Mais ensuite, ils ont trouvé d'autres choses. Toute une rue, des structures enterrées, et même un temple construit par Ramsès le Grand lui-même. Son nom parle de lui-même. Ce gars fut l'un des pharaons les plus célèbres de toute l'histoire du royaume. Il a régné sur l'Égypte ancienne pendant 66 ans, a mené de grandes batailles, et il adorait construire toutes sortes de choses, comme ce temple. Les gens l'aimaient tellement que les pharaons suivants ont littéralement prétendu être lui et ont inscrit son nom sur leur bâtiment. C'est alors que les archéologues ont compris qu'ils n'étaient pas en train d'examiner de simples briques dans un village. C'était toute une ville enfouie. Ils se sont immédiatement mis à creuser davantage. Et il s'est avéré que tout ça avait été finement planifié. Le lieu avait été construit avec beaucoup de soin. Les rues avaient des drains pour empêcher la pluie de venir détériorer les murs en briques crues. Il y avait aussi de petites chapelles funéraires avec des inscriptions dédiées aux soldats. Cela suggère que cet endroit était peut-être une base militaire. Et cela change énormément de choses. Dans l'Égypte ancienne, quand l'armée arrivait, c'était pour une raison. Alors, de quoi s'agissait-il? Protection, conquête, contrôle de quelque chose d'important. Dans le cas de cette ville, on pense que c'est le vin, l'eau et le commerce, à la lisière du désert, qui avaient fait marcher l'armée. Le plus fou, c'est que nous ne connaissons pas encore exactement l'ampleur de ce site. L'équipe n'en a découvert qu'une partie jusqu'à présent. Il pourrait y avoir des fortifications, des entrepôts, des bâtiments administratifs et plus de structures religieuses et royales sous toute cette terre. Nous ne savons pas non plus comment cette ville s'appelait dans les temps anciens. Son nom est encore enterré, mais on pourrait le découvrir un jour, peut-être à l'intérieur d'un mur, peut-être sur un parchemin, peut-être sur une autre cruche cassée. L'un de ces pichets s'est déjà avéré être une merveille fascinante. Un morceau de peau en céramique, appelé amphore, portait un sceau royal pressé dessus, et ce sceau portait le nom de Méritaton. La princesse Méritaton n'était pas n'importe qui. Elle était la fille aînée de la reine Néfertiti et une des sœurs aînées du roi Toutankhamon. Oui, c'est exact. Néfertiti et Toutankhamon ont bien leur place dans cette histoire.
Tout cela s'est déroulé environ un siècle avant que Ramsès le Grand ne construise l'un de ses temples ici. Il semble que la ville ait été fondée à l'époque d'un autre pharaon, le pharaon Akhenaton, époux de la reine Néfertiti, père de la princesse Méritaton et du futur roi Toutankhamon. Ce gars, Akhenaton, était un peu imprévisible. C'était le genre de personne qui devient vraiment bizarre quand il s'agit de ses lubies. Il essaya de changer complètement la religion de l'Égypte, forçant tout le monde à adorer le disque solaire, Aton, au lieu des divinités habituelles. En gros, il dit à tout le royaume que leur mythologie était fausse, et qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus d'Osiris, plus de Thoth ni de Seth, seulement la lumière brute du soleil. Eh oui, cette époque porte le nom de période amarnienne. Et il s'est donné à fond. Il a changé son nom, construit une toute nouvelle capitale, Amarna, au milieu du désert, redessiné des temples, réécrit des hymnes, et même interdit les images religieuses traditionnelles. Même l'art est devenu fou à l'époque. Les gens ont commencé à avoir des têtes allongées, des bourrelets ventraux, et toute cette humanité et vulnérabilité fut gravée dans la pierre. C'était délibérément bizarre. Il voulait montrer que les membres de sa famille n'étaient pas des dieux parfaits, mais des vaisseaux humains de lumière divine. Tout le monde devait sourire maladroitement et faire semblant, parce qu'il était le pharaon, après tout. Le plus farfelu, c'est qu'après son règne, son fils Toutankhamon a inversé tout ce qui était lié au disque solaire. Il a littéralement changé son nom de Toutankhaton, ce qui signifie « image vivante de l'Aton », le disque solaire en Toutankhamon, ce qui signifie « image vivante d'Amon », l'une des grandes divinités anciennes. Le roi Toutankhamon a donc ramené les anciennes divinités, rouvert les temples et effacé autant que possible l'héritage d'Akhenaton. On dirait que sa famille n'aimait pas vraiment le culte du soleil, après tout. Pendant ce temps, cette cruche de vin découverte montre que la ville était probablement active, prospère et pleine de vie, à l'époque d'Akhenaton. Et c'est énorme. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune preuve que ces idées et projets révolutionnaires s'étendaient jusqu'au nord. La cruche montre également que les vignobles et la production de vin existaient au nord du royaume. Le vin était vraiment une affaire de grande importance, justifiant l'établissement d'une base militaire. La princesse Méritaton a très probablement utilisé cette cruche. Tout comme son frère, elle est née sous le signe du soleil et fut nommée d'après celui-ci. Son nom, également orthographié Méritaton, signifie « bien-aimé de l'Aton ». En tant que fille aînée du pharaon et de sa reine, née en plein milieu de changements religieux radicaux, elle a été élevée pour accomplir les devoirs d'une future reine. Dès ses premières années, elle marchait dans les temples aux côtés de sa mère Néfertiti, secouant le sistre lors de rituels solennels. Elle était présente lorsqu'Akhenaton a établi sa capitale, Amarna. Il aimait clairement sa famille. Le visage de Méritaton fut gravé sur ses murs de pierre plus que celui de quiconque. Dans chaque temple, dans chaque scène sacrée, son visage apparaît et vénéré. Les événements deviennent flous dans l'histoire après le décès de son père. Le trône vacillait. Le roi Toutankhamon était très jeune, âgé de seulement 9 ans, lorsqu'il a dû assumer ses nouvelles responsabilités. Méritaton semble avoir été un bref intermède entre son père et son jeune frère. Elle a épousé un homme du nom de Smenkhkare. Les historiens ne sont même pas certains de l'identité de cet homme mystérieux. Il a même pu s'agir d'une invention, le roi fantôme d'une dynastie en ruine, ou alors, c'était son frère. Quelle que soit la vérité, ces deux-là ont pris le pouvoir et ont régné ensemble pendant un certain temps. Méritaton a obtenu le titre de grande épouse royale, un titre d'un pouvoir immense. Mais Smenkhkare a été un souverain de très courte durée. Il est décédé après environ 1 an seulement. Certains historiens émettent l'hypothèse que Méritaton était la véritable dirigeante, la pharaone informelle, car son frère était encore trop jeune. Certaines théories suggèrent même qu'elle a élevé Toutankhamon, et qu'elle est devenue une sorte de reine régente, éduquant l'enfant qui restaurerait plus tard l'ordre ancien. Mais rien de tout cela n'est confirmé. Il est très difficile pour les historiens de trouver des informations sur cette époque, car la période amarnienne a été plus tard condamnée. Les successeurs ont voulu effacer l'hérésie d'Akhenaton et tout ce qui était lié à lui, y compris Méritaton. Ainsi, même si elle a régné, même si elle a éduqué Toutankhamon, ils ont tout fait pour l'enterrer dans les sables de l'histoire. Quoi qu'il en soit, peut-être que cette nouvelle ville nous en dira plus sur les mystères de la période amarnienne, l'une des périodes les plus chaotiques de l'Égypte ancienne. Peu de civilisations sont aussi énigmatiques que l'Égypte ancienne. Ce puissant empire dura plus de 3000 ans,
Il nous légua des pyramides toujours debout et des mythes dont l'écho résonne encore. C'est l'un des lieux les plus étudiés au monde. Et pourtant, de nouvelles découvertes continuent de nous étonner. À Abydos, des archéologues ont récemment mis au jour une tombe royale vieille de 3600 ans. Elle est immense et ornée de hiéroglyphes dorés honorant les dieux. Mais le nom du pharaon, il a disparu. Qui était donc ce souverain et quel nouveau chapitre de l'histoire égyptienne cette énigme pourrait-elle révéler? S'il est un endroit en Égypte où la limite entre vie et mort semble presque s'effacer, c'est bien Abydos. Pour les anciens Égyptiens, ce territoire était sacré. Ils pensaient qu'il abritait la tombe d'Osiris, le dieu qui mourut, fut démembré, puis renaquit pour régner sur l'au-delà. Cette croyance fit d'Abydos le cœur spirituel du pays. Les pharaons y firent ériger des temples majestueux, notamment celui de Séti Ier, célèbre pour sa liste royale, où sont gravés les noms de 76 souverains. Des pèlerins venus de tout le royaume y déposèrent des offrandes et participaient aux fêtes d'Osiris, durant lesquelles sa mort et sa résurrection étaient rituellement rejouées. Ce n'était pas un culte purement symbolique, c'était une sorte de Japan Expo avant l'heure, où, au lieu d'imiter des héros, les fidèles incarnaient des dieux renaissants. Les pharaons rivalisaient d'ardeur pour reposer au plus près d'Osiris, transformant Abydos en un lieu à la fois funéraire, sacré et promesse d'éternité. Des millénaires plus tard, les environs d'Abydos continuent de livrer des merveilles. Ce fut le cas de la tombe récemment découverte. Au début de 2025, une équipe conjointe d'archéologues égyptiens et américains entreprit des fouilles sous une éminence rocheuse appelée la montagne d'Anubis. Vous vous souvenez d'Anubis? Le dieu à tête de chacal, gardien des nécropoles. À 7 mètres de profondeur, ils découvrirent une sépulture royale longtemps dissimulée. Hélas, malgré des siècles de secrets, les pillards en avaient depuis longtemps dérobé les trésors. Mais tout montrait qu'elle appartenait à une figure d'importance. Comme dans un vaste manoir vide dont on devine encore l'opulence de son ancien occupant. La chambre funéraire comportait des voûtes en briques crues, hautes de plus de 5 mètres, la taille d'une girafe femelle debout. Pour un édifice vieux de 36 siècles, l'ensemble demeurait prodigieux. Et pourtant, connaissant le génie architectural des anciens Égyptiens, rien ne saurait vraiment surprendre. Aucun trésor n'a été retrouvé, aucun masque d'or, et plus tragique encore, aucun nom. Le cartouche qui aurait dû révéler l'identité du roi était illisible. Or, les tombes égyptiennes affichaient presque toujours le nom de leur occupant. Dans l'Égypte antique, un cartouche n'était rien de moins qu'une large étiquette ovale entourant, en hiéroglyphes, le nom du souverain. C'était une sorte de laissez-passer royal valable, dans ce monde comme dans l'autre. Sans lui, l'âme ne pouvait franchir les portes de l'au-delà. Car pour les Égyptiens, le nom, le reine, ne servait pas seulement à distinguer un individu, mais constituait l'essence même de son être. Tant que son règne survivait, l'esprit demeurait vivant. Être oublié, c'était subir un sort pire que la mort. Une âme sans nom ne pouvait poursuivre son voyage éternel. C'est pourquoi les cartouches se trouvaient partout, sur les temples, les obélisques, les bijoux, les statues et les parois funéraires. Leur rôle dépassait la simple inscription. Ils maintenaient la présence du pharaon visible en tout lieu. Imaginez bâtir une tombe monumentale pour que des visiteurs, 3600 ans plus tard, y pénètrent en se demandant « c'était qui déjà ?» Situation peu glorieuse, assurément. Voilà pourquoi il n'est pas absurde d'imaginer ce souverain anonyme hantant ses pilleurs à jamais. Le cartouche, en vérité, avait une portée considérable. L'un des exemples les plus célèbres provient de la tombe de Thoutmôsis III. Sa chambre funéraire et son sarcophage étaient littéralement façonnés dans la forme d'un cartouche, faisant de l'ensemble un symbole architectural vivant de son nom. Heureusement, dans la tombe récemment découverte, tout n'avait pas disparu. À l'entrée, peints dans des reflets d'or, se tenaient 2 gardiennes bien connues, les déesses Isis et Nephthys. Isis, magicienne, avait rassemblé les membres d'Osiris et lui avait rendu la vie. Nephthys, sa sœur, demeurait la pleureuse éternelle et la protectrice des morts. Ensemble, elles assuraient que quiconque reposerait ici ne traverserait pas seul l'au-delà. Un indice supplémentaire du prestige du pharaon inconnu. Mais qui pouvait-il être? Pour le découvrir, il faut remonter le fil du temps.
Cette sépulture date d'une période troublée. La deuxième période intermédiaire, lorsque l'Égypte, morcelée, n'était plus dirigée par un seul souverain, mais scindée en plusieurs royaumes rivaux, chacun régnant sur son propre territoire. Une véritable version antique de Game of Thrones. Et au cœur même de ce tumulte s'élevait Abydos. Durant un temps, elle abrita sa propre lignée royale, connue sous le nom de dynastie d'Abydos. Ces souverains n'étaient pas les bâtisseurs de pyramides que tout le monde connaît. Et c'est précisément ce qui les rend si énigmatiques. Ils n'ont laissé derrière eux ni monuments majestueux, ni cités étendues, seulement quelques fragments de noms gravés sur des blocs ébréchés. Pendant des siècles, nombre d'égyptologues doutèrent de leur existence. Mais tout changea en 2014, lorsque les archéologues mirent au jour la tombe de Seneb-Kay, l'un de ces rois obscurs. Depuis, chaque élément connu à son sujet révèle qu'il eut une destinée singulière. Ses ossements portent 18 plaies profondes, caractéristiques des blessures reçues au combat. Son crâne, son dos et ses mains furent frappés, et il périt probablement en affrontant l'ennemi, devenant ainsi l'un des rares pharaons dont on sait qu'il mourut sur le champ de bataille. Sa sépulture, modeste et composée d'objets provenant de règnes antérieurs, contenait néanmoins une chose inestimable, la preuve de son existence. Avant Seneb-Kay, la dynastie d'Abydos n'était qu'une hypothèse. Grâce à lui, elle prit corps et réalité. C'est pourquoi la récente découverte pourrait être cruciale. La nouvelle tombe royale exhumée à Abydos adopte le même plan et le même style que celle de Seneb-Kay. Chambres en calcaire, voûtes de briques crues et divinité protectrice. Toutefois, elle se distingue par sa taille bien supérieure, ce qui suggère qu'elle appartint peut-être à un souverain d'Abydos plus ancien encore, et doté d'un pouvoir plus vaste. Quel qu'il fût, ce roi voulait que sa mémoire se perpétuât aux côtés de celle des plus grands. Ironie du sort, l'histoire elle-même semble avoir tenté de l'effacer. Peut-être que d'autres découvertes, à proximité de son tombeau, nous livreront davantage d'indices. Et, en effet, il y a plus. Et c'est plutôt fascinant. Non loin d'Abydos, dans le village de Banawit, les archéologues ont mis au jour un atelier de poterie remontant à l'époque romaine. Vous avez bien entendu, un atelier de poterie à 2 pas du tombeau d'un pharaon. Le site comportait d'immenses fours d'argile, des salles de stockage et de nombreux éclats brisés appelés ostraka. Ces tessons faisaient office de notes anciennes, à ceci près qu'au lieu de listes de courses, ils portèrent des reçus en grec et en démotique égyptien, de menus registres de transactions quotidiennes, des traces qu'on ne s'attendrait guère à trouver auprès d'un roi d'une dynastie oubliée. Ces potiers ont peut-être manqué une belle occasion. Au lieu de graver des reçus fastidieux, ils auraient mieux fait de vendre des tasses à l'effigie d'Osiris et des figurines d'Anubis pour les pèlerins et les voyageurs. Mais ce n'est pas tout. Il semble qu'après plusieurs siècles, durant l'ère médiévale, ce même sol soit devenu un cimetière. Les archéologues y ont découvert des tombes en briques crues renfermant des squelettes humains. Cela laisse penser qu'Abydos garda son aura sacrée bien après l'époque des pharaons. Mais pourquoi cette colline, encore et toujours, serait-ce réellement une porte vers l'au-delà? Après tout, c'est ici même que l'on disait que reposait Osiris. Cette croyance, persistante comme une ombre, traversa les millénaires avec une force suffisante pour attirer aussi bien les rois antiques que les familles médiévales. Les rites changeaient, mais le sol demeurait sacré. Cela dit, rendons justice aux Romains. Ils n'étaient pas là pour vénérer Osiris, mais pour façonner des poteries. L'histoire d'Abydos est loin d'être close. Les fouilles se poursuivent, et nul ne sait ce que l'avenir révélera. Les archéologues disposent aujourd'hui d'outils semblables à des lunettes à rayons X pour le désert. Chaque balayage pourrait révéler une chambre secrète ou, avec un peu de chance, restituer son règne perdu à notre pharaon sans nom. Je dois avouer m'être étrangement attaché à percer ce mystère, alors espérons. D'intrigantes bulles de plasma semblent flotter autour des pyramides de Gizeh. Bien que cela puisse paraître étrange, clarifions immédiatement une chose. Il n'y a rien ici de surnaturel ni d'extraterrestre. Les bulles de plasma représentent des anomalies atmosphériques qui prennent naissance dans une couche spécifique de l'atmosphère terrestre appelée ionosphère. Cette enveloppe invisible entoure notre planète et s'étend sur une altitude approximative de 80 à 650 km, frôlant la limite de l'espace. Dans cette région, le Soleil, véritable fourneau céleste, chauffe les gaz et les transforme en particules électriquement chargées que l'on nomme plasma.
Voici l'aspect captivant. Pendant la nuit, notamment près de l'équateur, ces particules subissent des perturbations. Lorsque certaines d'entre elles disparaissent simultanément en grande quantité, cela donne naissance à une bulle de plasma. Imaginez une vaste poche où le plasma est absent ou fortement réduit. Cependant, pour mériter l'appellation de bulle de plasma, le phénomène doit se manifester à une échelle considérable, avoisinant généralement les 100 km de diamètre. Si vous envisagez déjà un voyage en Égypte, jumelles en main pour inspecter les sommets des pyramides, sachez que ces bulles de plasma sont invisibles à l'œil nu. Elles se forment bien au-dessus de nos têtes. Hors de portée de notre vue, les scientifiques doivent recourir à des instruments spécialisés, tels que le radar ionosphérique de haute latitude, l'ARID, pour les détecter. Cet équipement de pointe permet d'étudier en temps réel le déplacement et la formation des bulles de plasma, un processus qui peut, par ailleurs, être déclenché par des tempêtes solaires. Cela nous conduit à novembre 2023, moment où une tempête solaire remarquable s'est produite. Sur une échelle de gravité allant de 1 à 5, cet événement a été classé G3, correspondant à une intensité forte. Les tempêtes solaires résultent des taches solaires, des zones plus sombres et plus fraîches à la surface du Soleil, qui émettent d'intenses bouffées d'énergie dans l'espace. Ces éruptions ont engendré plusieurs tempêtes géomagnétiques sur Terre. Bien que cela puisse évoquer des scénarios catastrophiques, l'impact sur notre quotidien a été relativement limité. En réalité, ce fut une excellente nouvelle pour les passionnés d'astronomie, car la tempête solaire a donné naissance à des aurores spectaculaires, visibles jusqu'en Grèce et en Turquie. Cependant, cette tempête particulière de 2023 a également entraîné une autre conséquence remarquable. Elle a produit la plus grande bulle de plasma jamais enregistrée par le LARID. Ce phénomène, d'une ampleur inédite, s'étendait sur des régions aussi reculées que les pyramides d'Égypte et les îles Midway dans l'océan Pacifique. Une telle distance est impressionnante, et ce phénomène représente un enjeu crucial pour la science. Les bulles de plasma posent en effet une menace croissante pour les technologies modernes. Selon les experts, elles peuvent perturber les communications satellitaires et les systèmes de navigation GPS. Ainsi, si vous utilisez Google Maps ou Waze et qu'ils perdent soudainement votre localisation, une bulle de plasma pourrait en être la cause. Nous comprenons donc désormais ce qui se passe avec ces bulles détectées au-dessus des pyramides de Gizeh. Cependant, les mystères ne s'arrêtent pas là. L'intérieur de la pyramide de Khéops révèle des phénomènes encore plus intrigants. Il semblerait qu'elle possède la capacité de concentrer l'énergie électromagnétique en son sein. Il y a quelques années, une équipe de chercheurs a voulu étudier ce phénomène en exposant cette architecture ancienne à des ondes radio. Ces ondes, semblables à celles utilisées par nos téléphones mais beaucoup plus longues, atteignent jusqu'à 600 mètres. Ne pouvant bombarder directement la pyramide avec ces ondes, les scientifiques ont opté pour une alternative plus pratique, la modélisation informatique. Grâce à ces simulations, les chercheurs ont mis au jour une découverte stupéfiante. La Grande Pyramide est capable de concentrer l'énergie électromagnétique non seulement dans ses chambres internes, mais aussi sous sa base, là où se situe une chambre inachevée. Par concentré, il faut comprendre quelque chose comme emprisonné. Prenons un exemple. Lorsque vous criez dans une grotte, vous entendez votre voix en écho. Les ondes sonores ne se dissipent pas immédiatement. Elles rebondissent et se focalisent. De la même manière, quand des ondes radio touchent la pyramide, elles ne se contentent pas de la traverser ou de l'éviter. Elles sont absorbées, rebondissent, puis se concentrent à l'intérieur et sous la pyramide. La liste des mystères entourant les pyramides égyptiennes ne s'arrête pas là. À l'intérieur de la Grande Pyramide, un long passage étroit conduit à ce qu'on appelle la chambre du roi. Située au cœur même de la structure, cette pièce est supposée avoir abrité la dépouille du pharaon Khéops, le souverain à l'origine de cette construction, dont le règne remonte à plus de 4000 ans. Lorsque l'on pénètre dans la chambre du roi, deux éléments frappent immédiatement. L'acoustique remarquable du lieu et sa structure massive, intégralement revêtue de granit rouge. Ces deux caractéristiques semblent désormais reliées selon les conclusions de certains scientifiques. En effet, ils suggèrent que la chambre du roi pourrait capter ou amplifier l'énergie sonore provenant des autres parties de la pyramide. Autrement dit, cette salle aurait été spécifiquement conçue pour intensifier le son d'une manière unique à l'intérieur de l'édifice. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont réalisé une expérience en chantant dans la chambre de la reine, située juste en dessous de la chambre du roi. Le résultat fut surprenant.
La musique n'était pas perceptible dans les pièces souterraines inférieures, mais résonnait de façon claire et puissante dans la chambre du roi. Une hypothèse pour expliquer ce phénomène repose sur le type de pierre utilisé dans la chambre du roi, le granit rose. Ce matériau est reconnu pour ses propriétés piézoélectriques, ce qui signifie qu'il peut absorber l'énergie de son environnement, comme les vibrations sonores, et la transformer en énergie électrique. Cela implique que l'acoustique particulière de la chambre ne dépend pas seulement de sa forme, mais aussi du rôle actif joué par le granit dans l'amplification et la concentration des ondes sonores. Ces découvertes, selon les scientifiques, ouvrent de nouvelles perspectives de recherche sur les potentialités de la pyramide. Les anciens Égyptiens auraient-ils été capables d'exploiter l'énergie produite par les ondes sonores ou les vibrations naturelles de la Terre? Bien que cela puisse sembler improbable, les propriétés piézoélectriques du granit, bien documentées par la science moderne, rendent cette hypothèse plausible. Peut-être n'avons-nous fait qu'effleurer les véritables capacités des pyramides. Et si cela ne suffisait pas, d'autres éléments intrigants méritent notre attention, notamment l'emplacement parfait des pyramides. Il semble que leur constructeur ait aligné la pyramide de Khéops sur les points cardinaux, avec une précision quasi parfaite par rapport aux directions nord, sud, est et ouest. De nombreuses théories existent sur la manière dont ils ont accompli cet exploit. Mais une étude suggère qu'ils auraient utilisé l'équinoxe d'automne pour s'assurer de cet alignement. Lors de l'équinoxe, le soleil se lève et se couche précisément à l'est et à l'ouest, ce qui aurait grandement simplifié la tâche des bâtisseurs. En observant le soleil à cette période, ils auraient pu positionner les pyramides avec une précision remarquable. En prenant en compte ces faits étranges, l'alignement parfait, la capacité à concentrer les ondes radio et l'utilisation de matériaux susceptibles de générer de l'énergie électrique, il est légitime de se demander si les pyramides n'étaient pas destinées à remplir des fonctions bien plus complexes que de simples tombeaux. Nikola Tesla partageait cette idée. On raconte que l'inventeur et ingénieur célèbre nourrissait une fascination pour les pyramides égyptiennes et se demandait si elles pouvaient être des transmetteurs d'énergie géants. Selon lui, leur forme et leur position auraient pu les transformer en générateurs colossaux, capables de produire une énergie gratuite et illimitée. Certains chercheurs modernes soutiennent cette théorie, affirmant que ces monuments pourraient avoir été conçus comme d'immenses centrales électriques. Ils suggèrent que les constructeurs auraient peut-être découvert comment manipuler les ions, ces particules électriquement chargées présentes dans l'atmosphère, grâce à des matériaux comme le cuivre, l'or et l'argent disposés autour des pyramides. Ainsi, il est tout à fait envisageable que les anciens Égyptiens aient mis au point une source d'énergie durable et renouvelable. Toutefois, malgré l'attrait de cette idée, nous ne sommes pas encore parvenus à la vérifier, laissant la véritable fonction des pyramides parmi les plus grands mystères de l'humanité. Que fait un bateau au beau milieu du désert? On s'attendrait plutôt à retrouver un navire près des côtes. Cette question a préoccupé les archéologues pendant des décennies. En 1988, une tempête s'est abattue près de l'un des sites archéologiques majeurs de l'Égypte ancienne. Une structure en bois est alors apparue, dégagée des sables. Elle avait été rongée par les termites, mais les scientifiques étaient résolus à percer son mystère. En l'an 2000, les fouilles ont débuté à proximité d'Abydos, et une équipe d'experts américains a rapidement découvert un bateau de 21 mètres de long. Cependant, cette découverte n'était pas isolée, puisqu'ils ont mis au jour 14 autres embarcations, soigneusement alignées les unes à côté des autres. L'état de ces navires a rendu leur extraction complète impossible, mais, heureusement, le bois était suffisamment bien préservé pour y prélever un échantillon. Les analyses ont révélé que ces bateaux dataient d'environ 5000 ans, faisant ainsi de cette flotte la plus ancienne de l'histoire humaine connue à ce jour. La période de leur construction remonte à 5 siècles, avant l'édification des pyramides de Gizeh. Chaque navire était abrité dans une chambre voûtée, parfaitement adaptée à ses dimensions. Cette pièce mesurait environ un tiers de la taille d'un court de tennis et était entourée de murs en briques de boue, ornés de plus de 120 représentations de bateaux. Ces dessins avaient été incisés sur des murs blanchis à la chaux, remarquablement préservés au fil du temps. Les scientifiques sont au fait de l'existence de ces chambres mystérieuses depuis plus d'un siècle, période durant laquelle un archéologue britannique, Arthur Weigall, a découvert une structure intrigante à l'ouest du Nil. Son équipe a eu un aperçu des murs intérieurs, mais une partie du toit s'est malheureusement effondrée, les contraignant à interrompre leur exploration. Bien que les chercheurs aient abandonné le site, son emplacement a continué d'être inscrit sur les cartes.
La position des bateaux a d'abord amené les scientifiques à penser qu'ils se trouvaient sur une rive du Nil. Cependant, cette théorie présentait une faille. Actuellement, le fleuve s'écoule à près de 11 km à l'ouest d'Abydos. Des recherches supplémentaires sur le terrain environnant ont révélé que le Nil n'avait pas changé de cours au fil de l'histoire. De plus, si les bateaux avaient flotté près d'un quai, leur position aurait été instable. Or, les 14 embarcations découvertes à Abydos étaient parfaitement alignées les unes par rapport aux autres. Une seule conclusion pouvait être tirée de cette situation. Quelqu'un les avait délibérément disposées ainsi, ce qui impliquait un effort considérable. Chaque bateau pouvait accueillir jusqu'à 30 rameurs, prouvant ainsi qu'ils étaient adaptés à la navigation. Il ne s'agissait pas de simples maquettes, mais les chercheurs doivent encore déterminer s'ils ont effectivement navigué sur des étendues d'eau de l'Égypte ancienne. Cela n'enlève rien à l'importance de cette découverte. Auparavant, les archéologues n'avaient mis au jour que des modèles réduits. Dans le tombeau de Toutankhamon, par exemple, on dénombre 35 maquettes de bateaux. Et pendant une longue période, ces figurines constituaient les seules indications sur l'apparence des navires de l'Égypte ancienne. La conception de ces bateaux atteste de leur authenticité. Ils constituent les plus anciens exemples connus de ce que l'on appelle des bateaux construits. Dans l'Antiquité, les gens réalisèrent des embarcations primitives en creusant de grands troncs d'arbres, tandis que l'alternative consistait à assembler des roseaux pour former un radeau. Mais les bateaux découverts à Abydos étaient composés de planches attachées ensemble. Cette découverte a marqué une avancée significative dans le domaine de la construction navale. À leur époque, ces bateaux devaient être impressionnants, car le bois représentait une ressource précieuse. Dans le désert, il n'y avait pas de bois, et le cèdre devait être importé du Liban. Seul le pharaon pouvait se permettre un tel luxe. L'étude de la zone entourant l'ancienne flotte a également apporté des éclaircissements supplémentaires. Les scientifiques ont découvert une structure en briques de boue dédiée au culte du pharaon, et sa date de construction approximative coïncide avec celle des bateaux en bois. Les mêmes briques utilisées pour édifier ce bâtiment ont également servi à enfermer la flotte. Lors de leur construction, les salles qui les abritaient étaient dotées d'un plafond, une section que les archéologues ont mise au jour au début du XXe siècle. Tout comme les momies dans leurs sarcophages, ces magnifiques navires reposaient à l'intérieur de voûtes splendides. L'extérieur de ces salles était tout aussi impressionnant. À l'origine, les murs extérieurs étaient revêtus d'un enduit en calcaire blanc qui avait la capacité de réfléchir la lumière. Sous les rayons du soleil désertique, la structure abritant les bateaux devait resplendir à des kilomètres à la ronde. Les bâtisseurs égyptiens anciens ont employé la même méthode pour recouvrir les pyramides 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, leur surface apparaît en dents de scie, mais cela n'a pas toujours été le cas. Lors de leur construction, les pyramides présentaient une fine couche supérieure de calcaire blanc, dont la surface lisse scintillait sous la lumière du soleil. Plutôt que d'avoir des marches, la couche extérieure des pyramides se présentait davantage comme une pente élégante. Les archéologues sont aussi se poser une ultime question. À quel pharaon appartenait cette flotte? La réponse se trouvait à moins de 2 km du site, à l'emplacement du tombeau d'un pharaon de la 5e dynastie, le roi Sésostris III. La période et le style de construction de ce dernier coïncidaient avec ceux des chambres contenant les bateaux. La fin de son règne pourrait expliquer comment ces embarcations ont fini en plein désert. Il est probable que le pharaon soit mort dans le nord de l'Égypte, puis que son corps ait été transporté le long du Nil jusqu'à Abydos, dans une majestueuse procession de bateaux décorés. Les vaisseaux furent ensuite descendus dans des chambres situées près du lieu de dernier repos de leurs propriétaires, ce qui revêtait une signification symbolique. Dans la croyance des anciens Égyptiens, les navires occupaient une place centrale. Leur divinité suprême, le dieu Ré, parcourait le ciel durant la journée sous la forme du soleil, tandis que la nuit, il naviguait à travers le monde souterrain dans une barque solaire. Le pharaon s'identifiait à Ré, ce qui expliquait son besoin d'embarcation dans l'au-delà. Elle représentait le seul moyen de se régénérer, tout comme le soleil se lève chaque jour à l'horizon. Cette croyance perdura pendant des millénaires. Un pharaon emblématique, Khéops, possédait également un navire, découvert par des scientifiques en 1954 à proximité de sa pyramide à Gizeh. Ce dernier est environ 4 siècles plus récent que la flotte d'Abydos, mais le bateau de Khéops était presque 2 fois plus long. La grande pyramide de Gizeh et le tombeau de Toutankhamon figurent parmi les découvertes archéologiques les plus célèbres d'Égypte. Pourtant, de nombreux secrets demeurent enfouis sous les sables infinis du Sahara. Récemment, en 2020, des archéologues ont mis au jour une ville perdue, qualifiée de plus importante découverte depuis celle du tombeau de Toutankhamon en 1922. La ville d'Aton, âgée d'environ 3000 ans, suscite l'espoir des historiens
d'obtenir un aperçu de la vie quotidienne des anciens Égyptiens. L'archéologue et égyptologue renommé Zahi Hawass a décrit ce site comme une cité d'or oubliée. Aton se situe à environ 500 km au sud du Caire, la capitale égyptienne, et se trouve à proximité de la célèbre vallée des rois. Les archéologues ont d'abord découvert des sections de murs en briques de boue qui s'étendaient dans toutes les directions. Puis, ils ont mis au jour des pièces complètes contenant des outils du quotidien. L'équipe de fouilles a également révélé une boulangerie, un quartier résidentiel et un district administratif, tous datant de l'époque où la civilisation égyptienne était à son apogée. Ils ont également été les pionniers dans la fabrication d'objets en fer. En 1911, des scientifiques ont découvert un ensemble de perles en fer près du village d'El Gerzeh en Basse-Égypte. Ces perles représentent les plus anciens artefacts en fer connus à ce jour. Cette découverte est proprement fascinante, car les anciens les ont créées en martelant un morceau de météorite. Ces 9 perles faisaient autrefois partie d'un collier élaboré. Aujourd'hui, elles sont corrodées et noircies, ce qui est parfaitement normal pour un bijou datant de plus de 5000 ans. Composées d'un alliage de fer et de nickel, ces perles témoignent du savoir-faire exceptionnel des anciens bijoutiers. Leur habileté est d'autant plus remarquable qu'ils ignoraient l'origine stellaire du matériau utilisé. La pyramide de Khéops présente également une caractéristique remarquable. Les égyptologues examinent depuis fort longtemps le moindre centimètre carré du site entourant la grande pyramide, mais ils ont pourtant négligé cette étonnante baignoire en granit rose enfouie à quelques kilomètres de là. Voici ce qu'il en est. Ce mystérieux tube ovale qui repose depuis des années à côté de la pyramide de Khéops pourrait prouver que les Égyptiens ont construit les pyramides non seulement à des fins architecturales, mais également pour produire de l'électricité, bien avant Alessandro Volta et Thomas Edison. Le plateau de Gizeh est célèbre pour ses 3 pyramides, celle de Khéops, celle de Képhren et celle de Mykérinos. Mais 2 structures plus petites se trouvent tout près, la grande excavation de Zaouiet El Aryan et la pyramide de Kaba. Certains chercheurs affirment que ces constructions n'ont jamais été achevées, tandis que d'autres pensent qu'elles ont été détruites pour des raisons plus mystérieuses. L'une de ces raisons pourrait être liée à l'utilisation initiale des pyramides de Gizeh. On pense en effet qu'elles servaient à produire de l'électricité. Pour relier ces différents éléments, il faut remonter au début du XXe siècle. C'est à cette époque qu'un architecte et égyptologue italien nommé Alessandro Barsanti décida d'examiner la pyramide de Zaouiet El Aryan. Près du site, il remarqua quelque chose d'inhabituel, des fragments de granit éparpillés. Pour un passant ordinaire, cela aurait semblé insignifiant, mais Barsanti vit tout de suite ce dont il s'agissait. En effet, les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient souvent ces sites pour préparer les pierres avant de les transporter vers leur destination finale. La présence de granit sur le sol l'intrigua. Le granit était un matériau plus coûteux que le calcaire généralement utilisé pour les pyramides, ce qui suggérait qu'il avait peut-être été destiné à une structure importante et cachée. À une profondeur de 21 mètres, les archéologues découvrirent peu après un énorme bloc de granit rose. Ils poursuivirent les fouilles et mirent au jour d'anciennes inscriptions gravées dans les pierres. Ils envoyèrent les dessins à des experts, mais personne ne parvint à les déchiffrer. S'agissait-il d'instructions? C'est alors que Barsanti fit sa plus grande découverte. Il trouva une cuve ovale sculptée dans du granit rose que l'on avait poli pour lui donner un aspect miroitant. La cuve avait été soigneusement scellée. Lorsqu'ils l'ont ouverte, ils ont trouvé un mince résidu noir sur ses parois. Une substance huileuse. Cette découverte souleva de nombreuses questions dans l'esprit de Barsanti. Il ne comprenait pas pourquoi les Égyptiens de l'Antiquité avaient pris tant de précautions pour sceller et protéger cette étrange cuve. En 1911, Barsanti dut abandonner ses efforts visant à élucider le mystère de cette fosse. Cependant, ces découvertes intriguèrent les chercheurs du monde entier, qui émirent leurs propres hypothèses. L'une de ces théories modernes suggère que les pyramides auraient pu faire partie d'un ensemble plus vaste. Selon elle, la pyramide de Khéops aurait en réalité servi de pompe à eau destinée à irriguer cette région désertique. Apparemment, les chambres internes de la pyramide fonctionnaient comme un système hydraulique. Dans les années 1990, un ingénieur prit cette théorie au sérieux et étudia la chambre souterraine de la pyramide. À sa grande surprise, il trouva des traces de dégâts causés par l'eau.
Il semblerait que la pyramide générait de puissantes ondes de compression, également appelées impulsions, capables de produire de l'électricité. Cela a soulevé une question importante. Les anciens Égyptiens auraient-ils utilisé les pyramides comme générateurs pour produire de l'électricité? Sur le papier, cela s'est avéré possible. Cependant, parvenir à un consensus sur la fonction initiale des pyramides est probablement l'une des choses les plus difficiles au monde. Nous ne sommes donc toujours pas sûrs à 100% de cette théorie. En dehors de cela, l'Égypte reste un terrain idéal pour l'étude du passé de l'humanité. Les scientifiques viennent de découvrir ce qui ressemble à un centre de commande cosmique, similaire à la fameuse salle que l'on voit dans les films mettant en scène Doctor Strange. Ils ont découvert un observatoire astronomique en forme de L, mesurant environ 830 mètres carrés et datant du 6e siècle avant notre ère. Il s'agit sans aucun doute du premier et du plus grand observatoire de ce type. Cette structure en briques crues abritait des instruments utilisés pour calculer les dates liées aux rites de l'Égypte antique, couronnements royaux et calendrier agricole. Cet observatoire est situé sur un site archéologique connu sous le nom de Temple de Bouto, à seulement 80 km à l'est d'Alexandrie. C'est assez impressionnant. Cette structure a été conçue de manière à ce que l'on puisse y pénétrer par une entrée orientée à l'est. Ainsi, on pouvait admirer le lever du soleil. Une fois à l'intérieur, on découvrait un cadran solaire géant, utilisé pour mesurer le temps en suivant le mouvement des ombres à l'intérieur de la salle. Ce cadran solaire mesurait près de 5 mètres de long. Ce fut une découverte passionnante. Une autre découverte intéressante faite par des scientifiques et des égyptologues fut celle de la toute première momie enceinte. Même si nous en savons désormais beaucoup sur les processus de momification, nous continuons à faire des découvertes qui nous ouvrent de nouvelles portes sur la vie des anciens Égyptiens. Il a fallu beaucoup de temps pour découvrir que cette momie était enceinte au moment de son embaumement, car elle avait été placée dans un cercueil masculin. Plus précisément, celui d'un prêtre. Les historiens affirment qu'au XIXe siècle, de nombreux marchands mélangèrent les cercueils afin de les vendre. Oui, cela signifie qu'ils les ouvraient et échangèrent les momies pour satisfaire leurs clients. Ce fut une énorme surprise, car ils espéraient en apprendre davantage sur les problèmes de santé dans l'Antiquité lorsqu'ils ont ouvert ce cercueil. Mais ils se sont retrouvés avec un autre problème sur les bras, les pratiques prénatales dans l'Égypte antique. Cette femme momifiée, qui a vécu il y a environ 2000 ans, était âgée de 20 à 30 ans lorsqu'elle est décédée. Elle a été découverte à Thèbes, et ses restes étaient incroyablement bien conservés. Vous voyez, les recettes de momification variaient à travers l'Égypte. Dans le cas de cette femme, les chercheurs ont pu déterminer qu'elle appartenait à la haute société, car elle a été enterrée avec des amulettes spéciales. Cependant, comme les méthodes de momification différaient considérablement selon les villes et les époques, il nous faut encore approfondir nos recherches afin de comprendre pourquoi elle fut embaumée avec son bébé. En parlant de momies, des scientifiques ont fouillé un lieu de repos à Saqqara, également en Égypte, et ont mis au jour 2 ateliers d'embaumement. L'un était destiné aux humains et l'autre aux animaux sacrés. Apparemment, ces ateliers remontent à environ 2400 ans. Ils étaient équipés de lits en pierre, de pots en argile et de récipients rituels, tout ce dont on avait besoin pour momifier. Mais ce n'est pas tout. Les archéologues ont également découvert du fromage conservé dans des jarres derrière des tombes vieilles de plus de 3000 ans. Oui, du fromage. Cela montre que les anciens Égyptiens étaient également très doués pour la conservation des aliments. Ils savaient comment conserver les denrées à long terme, et pas seulement les momies. Cela nous montre qu'ils appliquaient leurs techniques de conservation aux aliments comme au corps, et nous donne un aperçu de leur impressionnant savoir-faire. Les scientifiques ont également découvert l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. À leur grande surprise, elle était entièrement recouverte d'or. Les momies égyptiennes recouvertes d'or sont très rares. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que celle-ci soit la plus ancienne jamais découverte. La momie était assez bien conservée, et ils ont pu identifier les restes d'un homme riche appelé Hekashepes. De nombreux symboles témoignent de son importance, notamment le bandeau qu'il portait sur la tête et le bracelet sur sa poitrine. Il était également vêtu d'une tunique et d'une ceinture, ce qui permettait de préserver la belle apparence d'une personne après son décès. Pour le découvrir, les chercheurs ont dû ouvrir le lieu de sa dernière demeure à l'aide de mortiers. En gros, c'était comme s'ils ouvraient une machine à remonter le temps, tout comme les Égyptiens de l'Ancien Empire l'avaient fait il y a 4300 ans. Quand on y pense,
C'est comme si l'on pénétrait dans une capsule temporelle. Mais, assez parlé de momies, les scientifiques ont également découvert quelque chose de très intéressant au-dessus des pyramides. Ils ont dû utiliser un instrument très sophistiqué pour cela. Le radar ionosphérique à longue portée et basse latitude, qui permet de voir des ondes invisibles loin dans le ciel. Ce radar leur a permis de découvrir d'énormes bulles flottant dans l'air au-dessus des pyramides. On appelle cela des bulles de plasma, et elles causent des ravages sur les technologies modernes. Elles peuvent en effet perturber les signaux GPS et téléphoniques dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Ces bulles sont immenses, parfois aussi grandes que des villes. Elles ont pour origine l'épuisement soudain des particules chargées dans l'ionosphère. Ainsi, au lieu de se répartir uniformément, elles restent agglomérées sous forme d'ondes. Il s'agit d'une découverte importante, car elle peut aider les scientifiques à comprendre comment empêcher ces ondes de perturber nos technologies. Imagine que tu travailles 7 jours sur 7 sur un grand chantier de construction. Comme des milliers d'autres personnes, tu portes des millions de blocs de pierre et tu les poses les uns sur les autres selon un système complexe. Tu travailles sans équipement de construction moderne. Tu n'as pas de climatisation, ni d'accès permanent à l'eau. Il fait si chaud dehors que tu peux faire frire des œufs sur la route. Tu construis cette pyramide depuis des décennies. Et maintenant, quand elle est enfin terminée, tu apprécies le résultat du travail colossal de milliers de personnes. Tu as devant toi un monument culturel géant de valeur mondiale qui va se figer dans le temps et émerveiller les gens pendant des dizaines de milliers d'années. Quelques milliers d'années ont passé, les gens du 21e siècle voient les pyramides et se disent « Waouh, je ne peux pas croire que des humains aient construit ça ». Oui, les gens qui ont construit les pyramides n'auraient pas apprécié ce genre de remarques. Mais en fait, il y a de bonnes raisons de penser que les gens qui l'ont construit ont utilisé une technologie hors du commun. De l'extérieur, on dirait que les grandes pyramides ne sont que de grands triangles de pierre. Les gens ont simplement posé des blocs lourds les uns sur les autres. Et c'est tout. En fait, la conception semble trop parfaite pour être vraie. La pyramide est constituée de plus de 2 millions de blocs. Ils sont si proches les uns des autres et si réguliers qu'on ne pourrait même pas glisser une fine feuille de papier entre eux. Incroyable! Les scientifiques ne connaissent toujours pas la technologie exacte utilisée pour construire les pyramides égyptiennes. L'une des plus grandes et des plus célèbres est la grande pyramide de Gizeh. Cette énorme construction connue dans le monde entier a un grand secret. Il devait y avoir une pierre de couronnement au sommet de la pyramide. C'est un bloc de pierre de forme triangulaire, une petite pyramide au sommet d'une énorme. La chose est aussi connue sous le nom de pyramidion. Les bâtisseurs de l'Égypte ancienne l'ont fabriquée en granit et en calcaire et l'ont recouverte d'or. Aucun document ou dessin ancien ne permet de prouver qu'il y avait un pyramidion au sommet de la grande pyramide de Gizeh. Mais il existe une autre structure égyptienne ancienne dans ce type de triangle, la pyramide rouge. Elle a été construite avant la grande pyramide et sa pierre de couronnement a survécu jusqu'à ce jour. Les archéologues l'ont trouvée et reconstruite. Mais alors, où pourrait se trouver la pierre de couronnement de la grande pyramide? C'est un mystère qui n'a toujours pas de réponse. Certains sont persuadés que des voleurs l'ont dérobé au sommet. Peut-être ont-ils simplement grimpé et poussé le pyramidion jusqu'en bas. C'est tout à fait logique. La pierre angulaire était probablement l'élément le plus précieux de la pyramide. De nombreux scientifiques et archéologues ne connaissent toujours pas sa fonction exacte. Certains pensent que ce sommet recouvert d'or glorifiait les pharaons. La nuit, la pierre de couronnement reflétait la lumière de la lune et illuminait tout l'espace qui l'entourait. Pendant la journée, cette pierre reflétait la lumière du soleil avec sa surface brillante. On pouvait la voir de loin. Le sommet de la pyramide était une sorte d'étoile guide pour les voyageurs perdus. Tous les autres blocs de pierre de la pyramide sont constitués de calcaire. Les gens les polissaient pour les faire briller. Dans le passé, ils étaient même très brillants et reflétaient la lumière. On aurait pu voir des pyramides lumineuses depuis l'espace, même si elles ressemblaient à de toutes petites lumières. Au fil des milliers d'années, les vents, les tempêtes de sable et les pluies ont modifié l'apparence des pyramides.
Si les gens avaient pris soin d'elles pendant tout ce temps, elles auraient ressemblé à quelque chose sorti des films de science-fiction ou bien aux pyramides de Las Vegas. Mais malheureusement, nous ne verrons jamais leur apparence d'origine. Certains archéologues et scientifiques pensent que la pierre de couronnement pouvait absorber l'énergie du soleil et la répartir uniformément dans la pyramide. Personne ne sait précisément pourquoi les Égyptiens avaient besoin de cette technologie. Il y a une théorie selon laquelle les pyramides sont d'anciens systèmes énergétiques. Les pharaons ont appliqué cette énergie pour utiliser des technologies uniques plus avancées que toutes les réalisations du XXIe siècle. Et la forme triangulaire des pyramides était idéale pour stimuler cette énergie électromagnétique. En théorie, le rayonnement solaire ou les forces électromagnétiques s'accumulent au sommet de la pyramide, remplissent les pièces intérieures, puis descendent le long des murs jusqu'à la base. Toute déformation de la surface pourrait empêcher le flux de se répandre. Ils ont donc dû créer une surface parfaitement lisse. C'est pourquoi ils ont installé les blocs de manière que personne ne puisse glisser une aiguille ou une lame de rasoir entre ceux-ci. Beaucoup de gens croient à cette théorie parce qu'ils ont construit les pyramides en calcaire. Ce matériau peut retenir l'énergie en son sein. Dans la partie intérieure, ils ont créé des dépôts de granit pour provoquer l'ionisation de l'air, c'est-à-dire pour créer une charge électrique. Ils ont également creusé des canaux sous la pyramide pour que l'eau puisse transmettre l'électricité. Et au sommet, ils ont placé une pierre de couronnement en or, le meilleur conducteur d'électricité. C'est ainsi que l'on obtient un grand générateur d'électricité. Différentes cultures ont utilisé des technologies similaires pour créer de l'électricité dans le monde entier. Mais ce ne sont que des théories. Si cela avait fonctionné, l'humanité aurait utilisé ces technologies aujourd'hui. On trouve des traces de l'industrie métallurgique, de la chimie, de l'ingénierie, de la physique, des mathématiques et de l'astronomie dans certains documents anciens. La plupart des scientifiques ne croient pas à toutes ces choses. Nous connaissons les étapes détaillées du développement de ces technologies dans différentes cultures. Au XXIe siècle, les scientifiques, les historiens et les anthropologues peuvent suivre l'évolution de tous les appareils modernes. Si les gens avaient créé certaines inventions technologiques dans les temps anciens, l'histoire du monde aurait été différente. Peut-être que toutes les réalisations de l'Antiquité auraient pu être effacées de la surface de la Terre par des cataclysmes mondiaux. Et cela peut nous arriver à nous aussi. Imagine seulement comment les gens retrouveraient un ordinateur portable dans 5000 ans. Ils ne comprendraient peut-être pas de quel type d'appareil il s'agit. Une autre merveille égyptienne entourée de mystères est la statue du Sphinx. Les Égyptiens l'ont taillée dans une seule pièce gigantesque de calcaire, il y a environ 4500 ans. Mais les scientifiques ne savent toujours pas la date exacte de sa construction ni qui l'a construite. Les Égyptiens ont peint le Sphinx de différentes couleurs, de sorte que son aspect était beaucoup plus brillant et plus vif dans un passé lointain. Il brillait tout comme les grandes pyramides. Quoi qu'il en soit, le temps n'a pas seulement changé son apparence, mais aussi son nom. Au départ, les Égyptiens l'appelaient Ori-Mekhet. Les Grecs l'ont rebaptisé Sphinx quelques centaines d'années après sa construction. Il soulignait la grandeur des souverains d'Égypte. Il remplissait également la fonction symbolique d'un chien de garde qui surveillait la tombe du pharaon et les chemins qui menaient à celle-ci. Cette version semble réaliste, puisque les archéologues ont découvert de nombreuses entrées secrètes au pied du Sphinx. Peut-être que ces pièces et ces tunnels complexes mènent à des salles souterraines contenant des trésors, et les trésors ne sont pas toujours de l'or ou des bijoux. Selon les légendes et les théories, le Sphinx garde la salle des archives où sont stockées toutes les connaissances de l'humanité. Les informations sur l'ancien état mythique de l'Atlantide pourraient se trouver ici. Tu peux trouver de nombreuses cartes détaillées des donjons internes du Sphinx sur Internet. Elles montrent des structures de 12 étages de profondeur sous la statue. On dirait une petite ville remplie d'or, de parchemins de savoir et de divers artefacts anciens. Mais on ne peut pas croire toutes ces cartes. Ce ne sont que des théories. Plusieurs milliers d'années se sont écoulées, mais les gens ont en réalité très peu d'informations sur ce sujet. Les archéologues savent qu'il y a encore beaucoup de choses étranges et passionnantes à propos du Sphinx qui n'ont pas encore été découvertes. Les gens du coin ont souvent peur de faire des recherches car ils croient qu'ils peuvent réveiller quelque chose de terrible, des profondeurs souterraines. Par conséquent, ce sont surtout des scientifiques d'autres pays qui mènent les fouilles.
En 1998, des scientifiques ont découvert d'étranges tunnels qui menaient à des pièces vides sous le Sphinx. Ils ont constaté que des personnes avaient essayé de passer par ces tunnels dans le passé. Et il est possible que ces personnes aient emporté tous les trésors qui s'y trouvaient. Une des légendes dit qu'un puissant artefact se trouve sous le Sphinx. Son pouvoir pourrait changer le monde entier, mais les habitants le cachent car il pourrait nuire à la planète. Certains pensent que l'on peut trouver des preuves de technologie inconnue peintes sur les murs de granit des tombes des pharaons. Mais le plus probable est que ces peintures et ces signes nous racontent juste les mythes et les légendes de l'Égypte ancienne. Mais que se passe-t-il si les symboles et les dessins égyptiens sont des instructions détaillées pour utiliser les technologies anciennes? Et si les habitants qui vivaient à cette époque pensaient les gens dans le futur ne seront pas capables d'obtenir de l'énergie par eux-mêmes, alors laissons-leur des instructions détaillées. Quoi qu'il en soit, il existe de nombreuses énigmes et théories. En réalité, la recherche de réponses est une entreprise dangereuse, car il n'est pas facile de pénétrer dans les salles souterraines. Les fouilles peuvent détruire la structure de l'ensemble du Sphinx. Toute personne qui se trouve dans les tunnels peut se perdre et ne jamais retrouver son chemin. En plus, cela coûte beaucoup d'argent. En fait, ce qui serait génial, c'est que des chercheurs puissent inventer un appareil qui pourrait scanner les zones souterraines et nous montrer des plans détaillés. Sous les sables de Luxor, les chercheurs ont mis au jour ce qui semblait n'avoir jamais dû ressurgir. Plus d'1 millier de blocs de pierre finement ornés, vestiges du temple en ruine d'une femme pharaon. Cette découverte soulève des questions troublantes. Pourquoi ce sanctuaire fut-il anéanti? Et qui était donc cette femme? Elle s'appelait Hatshepsut, et l'on reconnaît aujourd'hui en elle l'une des figures les plus remarquables de l'ancienne monarchie égyptienne, bien que l'histoire ait longtemps failli l'effacer. Elle régna au sein de la 18e dynastie, entre 1479 et 1458 avant notre ère. Elle se distingua par de vastes projets architecturaux, des campagnes militaires victorieuses et des échanges commerciaux florissants. Elle fut par ailleurs l'une des rares femmes à avoir porté le titre de pharaon. Il fallut attendre environ 15 siècles avant qu'une autre femme ne monte sur le trône, et ce ne fut autre que Cléopâtre. Le chemin qu'emprunta Hatshepsut pour accéder au pouvoir constitue, sans doute, l'épisode le plus singulier de son histoire. Comme dans la plupart des monarchies héréditaires, la succession en Égypte privilégiait clairement les héritiers mâles. Ainsi, lorsque Thoutmôsis Ier eut pour premier enfant une fille, l'ordre dynastique s'en trouva profondément contrarié. À la mort du souverain, quelques années plus tard, le trône revint à Thoutmôsis II, qui régna brièvement, avant de le transmettre à son jeune fils, Thoutmôsis III, encore en bas âge. Hatshepsut se trouvait être la belle-mère du futur pharaon. Elle endossa donc naturellement le rôle de régente auprès de son beau-fils, trop jeune pour gouverner. Mais au bout de 7 années, elle prit une initiative sans précédent. Elle s'empara du pouvoir suprême et s'autoproclama pharaon d'Égypte. Il ne s'agissait pas d'une simple ambition personnelle. Hatshepsut avait pleinement conscience que, pour asseoir son autorité, elle devait se faire reconnaître comme souverain légitime. Elle adopta donc les attributs royaux dans leur intégralité, y compris la barbe postiche symbolique des pharaons. Statues et hiéroglyphes la représentaient fréquemment en homme, arborant le pagne traditionnel et la coiffe sacrée. Ce n'était toutefois nullement un déguisement. Les spécialistes s'accordent à dire qu'elle n'a jamais cherché à dissimuler son identité. Sur ces statues, on retrouve fréquemment des titres féminins comme « fille de Ré », ainsi que des formules grammaticales mêlant les genres, à l'instar de « Sa Majesté » elle-même. Par ses choix, elle signalait clairement qu'en dépit de l'adoption des symboles royaux masculins, elle assumait pleinement sa condition de femme. Mais cette stratégie ne suffisait pas. Afin de légitimer son autorité, elle imagina une généalogie d'origine divine soigneusement construite. Elle déclara que le dieu Ammon, prenant l'apparence de son père Thoutmôsis Ier, s'était uni à sa mère, faisant d'elle l'issue de l'union céleste. Cette revendication était loin d'être anodine. Les pharaons étant perçus comme des dieux sur terre, le fait de s'associer à Ammon renforçait considérablement la légitimité de son ascension. Les bas-reliefs des temples figuraient de cette naissance divine, Ammon la désignant comme son héritière légitime. Ces récits n'étaient pas de simples mythes, mais des instruments politiques destinés à asseoir son autorité sans contestation. Elle adopta en outre un nouveau nom, Mat-Kare, que l'on peut traduire par « la vérité est l'âme du dieu soleil ». Le concept de Maat occupait une place essentielle dans la pensée religieuse égyptienne.
incarnant l'ordre, la justice et l'harmonie sacrée. Il appartenait au pharaon de faire régner ce principe pour préserver l'équilibre du royaume. En choisissant ce nom, Hatshepsut affirmait son statut de souveraine légitime, investie d'un devoir sacré. Son règne fut remarquable. Elle guida l'Égypte vers une période florissante, marquée par la paix, l'essor économique et de vastes chantiers architecturaux. Elle entreprit la restauration de nombreux sanctuaires à travers le pays, mais son œuvre la plus emblématique demeure son temple de Deir el-Bahari, un édifice d'une beauté saisissante, creusé dans les falaises de Luxor. Hatshepsut lança l'un des chantiers les plus ambitieux de toute l'histoire égyptienne, ordonnant l'édification de temples, d'obélisques et de monuments destinés à graver son règne dans l'éternité. Certains avancent qu'elle poursuivit les travaux de l'allée des Sphinx, cette majestueuse voie bordée de statues qui menait au sanctuaire de Karnak. Pour beaucoup, son accomplissement architectural le plus remarquable réside dans les obélisques monumentaux qu'elle fit tailler d'un seul bloc de granit. L'un d'eux, pesant plus de 320 tonnes, se dresse encore de nos jours. Mais au-delà de l'architecture, elle étendit aussi l'influence de l'Égypte par le commerce. Elle dépêcha une expédition vers le mythique pays de Pont, que l'on situe aujourd'hui en Somalie ou en Érythrée, en rapportant des trésors tels que l'or, l'ivoire ou des créatures exotiques. Cette flotte, fendant la mer Rouge, inaugura la première mission commerciale documentée de ce type, forgeant des liens économiques durables pour les générations futures. Et pourtant, malgré cette réussite éclatante, un fait troublant survint après la disparition d'Hatshepsut. Son successeur, et beau-fils, Thoutmôsis III, longtemps éclipsé par son règne, prit une décision radicale. Il ordonna l'effacement de son nom de la mémoire collective. Ses statues furent mutilées, ses inscriptions effacées, ses hauts faits attribués à d'autres. Tout se passa comme si elle n'avait jamais existé. Certains avancent que Thoutmôsis III souhaitait rétablir ses prérogatives légitimes de souverain, tandis que d'autres estiment que ce sont des dirigeants ultérieurs qui, mal à l'aise avec l'idée d'une femme pharaon, cherchèrent à rétablir la suprématie masculine. Mais cette rivalité posthume ne s'arrêta pas là. Le conflit d'influence entre la belle-mère et le beau-fils se poursuivit dans la pierre. Bien après la mort d'Hatshepsut, Thoutmôsis III fit ériger son propre temple tout près du sien, dans la vallée des rois. Toutefois, il introduisit une modification. Son édifice fut bâti 3 mètres plus haut que celui de sa prédécesseur. Ce geste n'avait rien d'anodin. Il s'agissait d'une proclamation symbolique destinée à reléguer son héritage dans l'ombre. Mais l'histoire en avait décidé autrement. Dès le XIXe siècle, l'héritage d'Hatshepsut commença à refaire surface. Et ce n'est qu'au prix d'enquêtes archéologiques rigoureuses que la pleine mesure de son règne fut enfin reconnue. De nos jours, Hatshepsut est célébrée comme l'une des souveraines les plus marquantes d'Égypte. Son règne, autrefois effacé, a été reconstitué grâce à un flot continu de découvertes archéologiques, démontrant que sa puissance et son influence ne seraient pas si aisément oubliées. Sa sépulture se trouvait cachée à la vue de tous, son corps ayant été déplacé de sa chambre funéraire d'origine dans le dessein de l'effacer de l'histoire. Ce dernier indice acheva de consacrer son héritage, prouvant que même les volontés les plus acharnées d'effacer un pharaon ne sauraient y parvenir. Le majestueux temple d'Hatshepsut, le Djeser Djeserou, constituait une prouesse architecturale remarquable, érigée pour célébrer son règne et affermir sa filiation divine avec le dieu Amon. Mais à sa disparition, son successeur Thoutmôsis III engagea une entreprise méthodique visant à effacer sa mémoire, allant jusqu'à faire démanteler certaines sections de l'édifice. Les historiens débattent encore du motif. Une manœuvre dynastique, une volonté de rétablir l'autorité masculine traditionnelle, ou un moyen de consolider les droits de Thoutmôsis III sur le trône. Peut-être n'était-il qu'un homme vaniteux. Quoi qu'il en soit, la destruction ne fut pas immédiate, mais intervint des décennies après sa mort, ce qui tend à indiquer qu'il ne s'agissait pas d'une vengeance personnelle, mais d'un calcul politique. Pourtant, malgré tous ses efforts, son temple se dresse toujours, tout comme son récit, éclatant témoignage de la première grande souveraine d'Égypte. Quittons à présent Thèbes pour un autre lieu à travers l'espace et le temps. Dakhchour, en Égypte, abrite plusieurs sépultures de personnages de l'Antiquité. C'est en 2107 que des chercheurs mirent au jour une pyramide oubliée depuis longtemps. Conscients de l'importance potentielle de leur découverte, ils contactèrent aussitôt le ministère du Tourisme et des Antiquités. Contrairement à la majorité des pyramides exhumées dans cette région, celle-ci se révélait entièrement scellée. L'extraction de la pierre angulaire exigea une extrême minutie. Lorsqu'ils parvinrent enfin à ouvrir l'édifice funéraire, ils s'attendaient à découvrir une chambre inviolée. Or, ce fut tout le contraire.
Le désordre y régnait. Le lieu avait été pillé et les effets du défunt étaient répandus dans toute la pièce. Pourtant, au cœur de ce chaos, ils mirent au jour un coffret. Grâce aux technologies de balayage les plus avancées, ils purent déchiffrer les hiéroglyphes endommagés qui en ornèrent la surface. Ce qu'ils découvrirent dépassait l'imaginable. Un nom s'y lisait très nettement, celui de la princesse Hatshepsut. La mise au jour de cette sépulture, en 2017, suscita un grand nombre d'interrogations. Des analyses complémentaires révélèrent que les restes n'étaient pas ceux de la célèbre reine, mais d'une autre Hatshepsut, une princesse ayant vécu sous la 13e dynastie égyptienne. Le fait que sa tombe ait été pillée avant même d'être scellée poussa les chercheurs à s'interroger. Les anciens auraient-ils cherché à dissimuler certaines choses liées à cette princesse? Et comment expliquer qu'il n'existe aucune trace d'elle dans les archives de l'Égypte antique? Oh, restez à l'écoute. Des nuages de cendres incandescentes obscurcissent le soleil. Le sol tremble. Les gens courent dans tous les sens. Une éruption volcanique vient de commencer, et elle a débuté soudainement. Une petite ville côtière ensoleillée fait face à l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices qui soient. La cendre retombera, la lave jaillira de la bouche du cratère, et en quelques heures, l'ancienne ville de Pompéi sera... Attendez une minute. Les gens montent dans leur voiture et s'éloignent. Ce n'est pas Pompéi, c'est une ville moderne. Hein? Une ville peut-elle être ensevelie lors d'une éruption de nos jours? Malheureusement, oui. Bienvenue à Montserrat, que l'on surnomme la Pompéi des Caraïbes. Montserrat n'est pas une ville, c'est un territoire britannique d'outre-mer situé dans les Petites Antilles, un archipel des Caraïbes. Montserrat abrite le volcan de la Soufrière, qui a transformé la vie de nombreux résidents de la capitale, Plymouth, en cauchemar en 1995. Mais de quel genre d'endroit s'agit-il? Et pourquoi des gens vivent-ils ici? La région de Montserrat n'est pas très grande. Elle est environ 6 fois moins grande que la région de Chicago, et les habitants ne sont pas très nombreux. Avant 1995, la population de Montserrat était d'environ 15 000 habitants. Ce n'est pas beaucoup, mais l'île rassemblait plusieurs cultures différentes. On y trouvait des descendants d'Irlandais, d'Africains, ainsi que des peuples autochtones. Montserrat est l'une des îles volcaniques les plus jeunes des Petites Antilles. Avant 1995, le volcan de la Soufrière avait connu une éruption, au XVIIe siècle. De nombreuses années se sont écoulées entre-temps, de sorte que les gens ne s'inquiétaient pas trop. Ils se reposaient, travaillaient, s'amusaient, faisaient des excursions en bateau vers d'autres îles, et tout cela pendant environ 300 ans. Puis, cette vie paradisiaque et sereine a pris fin. En 1995, l'activité sismique a repris. Ça a continué pendant plusieurs mois et conduit à une éruption spectaculaire en 1996. Heureusement, personne n'a été blessé, mais la véritable catastrophe a frappé en juin 1997. Quelque chose de mauvais commençait à se produire au sommet du volcan. À une altitude d'environ 915 mètres, le volcan a commencé à cracher des nuages de cendres, de la roche et des gaz chauds, libérant ses entrailles bouillantes, le tout dévalant rapidement les pentes escarpées. Les habitants étaient terrifiés. Certains avaient déjà évacué l'île à ce moment-là. Ils avaient dû quitter leur maison et partir en bateau. Mais d'autres sont restés et n'ont pas survécu. La coulée pyroclastique a détruit de nombreux bâtiments, des rues et des routes. Au cas où vous ne le sauriez pas, une coulée pyroclastique est un mélange dense et épais de cendres volcaniques, de lave et de gaz chaud, qui se déplace sous la forme d'une masse incandescente à grande vitesse. Elle brûle et détruit tout sur son passage. Ce jour-là, la coulée se déplaçait à 100 km/h, avec une température atteignant environ 800 degrés Celsius. Imaginez de l'eau bouillante. Assez chaud, n'est-ce pas? Eh bien, la température de cette coulée pyroclastique était environ 8 fois plus élevée. Une partie des habitants de l'île s'est déplacée vers le nord, et l'autre a migré vers les îles voisines. Depuis lors, Plymouth est devenue une ville fantôme. En raison de la lave solidifiée, on peut voir des bâtiments qui semblent s'être partiellement enfoncés dans le sol ou coincés dans le relief. Les rues sont désertes, et les routes sont couvertes d'une épaisse couche de masse volcanique. Après l'éruption, seulement 1000 personnes sont restées sur l'île. 4500 personnes y vivent actuellement,
toutes dans la partie nord, où elles sont en sécurité. Le côté sud de l'île porte maintenant le nom de zone d'exclusion. Elle est divisée en 5 parties, A, B, C, F et V, la zone la plus dangereuse. Pourquoi est-elle dangereuse? Parce que le volcan est toujours actif. De temps à autre, il crache des nuages de cendres. Il pourrait éclater avec une force dévastatrice à tout moment, mais cela n'arrête pas les amateurs de sensations fortes. Montserrat attire de nombreux touristes qui aiment se promener dans les zones pittoresques près du volcan actif. Les gens adorent aussi la ville fantôme. Les toits des maisons, les flèches et les restes de la tour de l'horloge dépassent de la lave solidifiée. Les fenêtres cassées avec des rideaux déchirés et les anciens hôtels délabrés fascinent les visiteurs. Vous pouvez profiter de la magnifique partie tropicale au nord de l'île et voir le spectacle apocalyptique dans sa partie sud. Les habitants promeuvent activement le tourisme et présentent leur île comme la Pompéi des Caraïbes. Souhaiteriez-vous visiter cet endroit? Vivre à côté d'un cratère est assez risqué, mais imaginez vivre à l'intérieur d'un volcan. À environ 350 km au sud de Tokyo, il y a une magnifique île appelée Aogashima, dont la majeure partie est occupée par un volcan actif. Comment donc les gens peuvent-ils vivre à l'intérieur d'un volcan sans avoir peur? La réponse est simple. C'est un endroit magnifique. En outre, la dernière éruption majeure a eu lieu à la fin du XVIIIe siècle. Et les gens ne vivent pas directement à l'intérieur du cratère. Ce serait trop. Il y a un petit village à l'intérieur de la paroi extérieure du cratère, loin de l'activité géothermique et assez loin du pic dangereux. Mais c'est quand même un endroit assez extrême. La population de l'île est d'environ 170 personnes, et personne ne prévoit de partir. Ici, vous ne trouverez qu'un seul magasin, un bureau de poste, un camping gratuit, quelques maisons d'hôtes et 3 bars. C'est donc plutôt douillet, d'autant que nous parlons d'un véritable paradis de verdure. Mais en 1785, ce paradis ressemblait à Pompéi au moment de sa grande catastrophe. Selon les récits et les archives conservées, les premiers tremblements se produisirent vers le 18 mai. C'était un avertissement du désastre imminent. À cette époque, 327 habitants vivaient à Aogashima. On ne sait pas quelle importance ils ont accordée aux premières secousses, mais on sait qu'ils ont continué à vivre paisiblement pendant encore quelques semaines. Puis l'activité du volcan a augmenté. Le désastre étant inévitable, l'évacuation de l'île a commencé le 4 juin. Malheureusement, c'était déjà trop tard. Il y avait des tremblements de terre et des grondements terribles. Des coulées de lave brûlante venaient recouvrir les arbres, les routes et les maisons. Rares furent les survivants ce jour-là. Et pourtant, les descendants de ceux qui se sont échappés de l'île, résidant aujourd'hui paisiblement à Aogashima, n'ont-ils pas peur d'une nouvelle éruption? Ils perçoivent la situation différemment. Rien ne peut arrêter la nature, donc il ne sert à rien de résister. Et tant qu'aucune éruption ne se produit, mieux vaut profiter des vues pittoresques que s'inquiéter d'un avenir hypothétique. Peu de gens vivent ici, et il n'y a presque pas de divertissement urbain, mais on peut quand même trouver son bonheur. Dans l'après-midi, vous pouvez vous promener le long de la chaîne de montagnes verdoyantes et profiter de la vue sur la mer des Philippines. Vous vous sentirez en harmonie avec la nature. De beaux oiseaux, un soleil chaleureux et l'effort physique du voyage. Tout cela vous remplira d'énergie et d'inspiration. Vous pouvez également aller pêcher, camper ou discuter avec les habitants. La nuit, vous pouvez admirer les étoiles. Le ciel nocturne est incroyable à Aogashima. Loin des lumières de la ville, le niveau de pollution lumineuse est très faible. Une carte des étoiles détaillée vous aidera à étudier la voûte céleste sans télescope. Étant donné que l'endroit est essentiellement un volcan actif, vous y trouverez aussi de nombreuses sources géothermiques. L'un des endroits les plus appréciés et les plus populaires est Aogashima Furai. C'est un sauna qui utilise l'énergie volcanique pour maintenir des températures élevées dans ses salles de vapeur. Et à l'extérieur de ces salles, vous trouverez des bouches d'air chaud pour cuisiner. Que diriez-vous d'une omelette cuite à la chaleur volcanique? Plutôt tentant. Bien sûr, il est assez difficile de s'y rendre, car Aogashima est une île très à l'écart. Vous devez d'abord atteindre la plus grande île voisine, Hachijojima. Il y a des vols réguliers depuis Tokyo. Vous pouvez également choisir un voyage plus romantique et prendre un ferry de nuit. Le trajet ne dure que 2h30 en bateau de Hachijojima à Aogashima. Mais si vous avez suffisamment d'argent,
vous pouvez vous offrir un trajet en hélicoptère qui ne dure qu'une vingtaine de minutes. Il ne serait pas surprenant que vous ayez envie de rester sur cette île pour toujours après l'avoir visitée. Entre une vie calme dans la nature et l'agitation de la jungle urbaine et bétonnée, que choisiriez-vous? Mais n'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez sentir le sol trembler. Espérons cependant qu'il n'y aura pas d'éruption prochainement.